Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour, bienvenue sur le circuit Paul Armagnac de Nogaro, bienvenue dans le Gers, bienvenue pour le lancement du championnat de France FFSA GT version 2018. Après un renouveau en 2017 et l'apparition de la catégorie GT4, il y avait 30 équipages engagés, 39 voitures étaient au départ ici à Nogaro, 7 marques représentées. Laurent Mercier, rédacteur en chef d'Endurance Info, bien sûr, pour être notre consultant. Bonjour Laurent. Bonjour Thomas. Merci de nous avoir rejoints une fois encore. Et puis sur la grille de départ et en pit lane tout au long de cette saison 2018, nous allons retrouver Guénaël Longy. Bonjour Guénaël. Bonjour messieurs, et on est sous le soleil de Nogaro pour cette magnifique première grille de départ de la saison en compagnie du coéquipier du poleman, Grégory Guilbert. Donc c'est votre coéquipier qui a signé la pole position ce matin pour cette toute première course de la saison avec cette toute nouvelle Audi R8 LMS GT4. Ouais, exactement. Donc j'avais roulé en 2011 avec lui dans les séries Blancpain chez Ruffier Racing et je connaissais son potentiel. Il manquait un petit peu de budget. L'an dernier, il a montré de très belles choses en compagnie de Georges Cabane sur une Ginetta et voilà, personne ne l'attendait là. Il fait un très très beau tour, très belle pole et je l'en félicite. Comment vous appréhendez ce premier départ de la saison? On l'a dit, on le sait, beaucoup d'auto au départ. C'est toujours plus confortable de partir depuis les positions du début de la grille. Ça évite peut-être les petits échauffourées du premier virage. Mais comment vous anticipez en termes de stratégie cette première course? Bon bah là, ça va être à lui de se démerder parce que moi j'ai regardé ça de l'extérieur. Mais non, c'est vraiment essayer de ne pas faire de faute. On a des gens raisonnés et raisonnables à côté de nous. Et non, le mot d'ordre, c'est pas faire de faute. On ne connaît pas ce que ça donne encore sur la longueur, vraiment 1 heure de course. On a la voiture la plus lourde du plateau, performante donc avec les pneus neufs, ça c'est fait. Mais par contre, vraiment la distance, c'est préserver la voiture au maximum pour que moi je puisse avoir du potentiel pour finir cette course. Merci beaucoup Grégory, bonne course. Merci à Greg Guilbert, merci à vous Guénaël Longy. Vous intervenez quand vous voulez, bien évidemment. Alors, on l'a dit, Laurent, 7 marques représentées en comparaison avec l'an dernier. On a presque envie de dire, 4 nouvelles, enfin 3 nouvelles et demie, puisque BMW, il y avait déjà un modèle qui avait été développé par Ecris, un préparateur des Pays-Bas, mais c'est une vraie voiture désormais BMW Motorsport, plus 3 nouveaux préparateurs, 3 nouveaux constructeurs en tout cas, dont Audi, qui signe une pole dès son arrivée dans le championnat de France FFSA GT. Ouais, exactement, on a Audi qui est rejoint par 2 grandes marques, 2 marques d'envergure qui sont BMW et Mercedes. Donc ça nous laisse présager d'une belle saison sur les circuits français et d'une belle saison sur les circuits où les GT4 sont acceptés. Oui, alors on a Audi, bien sûr, ouais. Mercedes, on l'a dit, on suivra également, on aura des remontées. On a toujours Ginetta qui avait animé le peloton, Porsche bien sûr, qui avait permis l'an dernier à Mike Parisi et Gilles Vanley de coiffer la couronne. On voit ici Fabien Michal, le poleman, heureux de son tour, on peut l'imaginer effectivement. Alors justement, on a sur cette première ligne de la grille de départ un mélange entre du connu quelque part, qui est la Ginetta qui est en deuxième position, et donc du nouveau, on vient de le dire, avec Fabien Michal. Ce sont Robert Consagny et Benjamin Lariche avec Robert Consagny, l'ex-rallyman, ex-pilote du championnat d'Europe des rallyes notamment, qui partira en première ligne. Donc on aura les deux, ce sera assez sympa évidemment. Et puis Guénaël qui est toujours là et qui est sur la grille de départ ensoleillée, qui plus est Guénaël, on imagine que vous en profitez et vous êtes bien accompagné une fois de plus. Oui, en compagnie d'Alexis Brigol, le responsable des événements et de la communication chez Motul, un des partenaires de ce championnat de France FFSA GT. Alexis, j'imagine que vous êtes ravi d'être ici sous le soleil de Nogaro avec ce magnifique plateau aujourd'hui. Eh ben, ravi, c'est le mot, effectivement. 39 voitures, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Chez Motul, c'est un championnat qui nous tient à cœur. On est partenaire depuis les années 2000, partenaire historique du circuit de Nogaro, donc ça fait longtemps qu'on n'a pas été à pareille fête. Donc on est ravis, ce championnat GT4 est tout à fait la logique qu'on veut donner à notre communication, à savoir mettre toute l'expertise de la compétition au service de la route de tous les jours. Pas de favoris, j'imagine, pour vous, bien qu'il y ait beaucoup de concurrents, beaucoup de constructeurs engagés dans ce championnat. Non, pas de favoris. Effectivement, on est ravis d'avoir autant de constructeurs. On est ravis que le spectacle soit là, avec ce soleil. Le public est au rendez-vous. Donc, tous les feux sont au vert. On a hâte que ça commence. Et le feu vert va d'ailleurs bientôt, le feu rouge va d'ailleurs bientôt passer au vert. Et on va pouvoir assister à cette première course, Thomas, en votre compagnie, et celle de Laurent. Merci, effectivement, Guénaël. Eh bien, on va vous avouer quelque chose. Nous aussi, nous sommes
impatients, très impatients même, de voir débuter cette saison 2018. On l'a dit, Laurent Mercier, au niveau du nombre, on est gâté. 39 voitures engagées. Malheureusement, il y a eu un forfait suite à une sortie de piste d'une des BMW, la numéro 6 du Portugais Carlos Sarrea. Mais pour le reste, 39 voitures engagées. Quel plébiscite quelque part pour cette nouvelle catégorie GT4. Enfin, pas tout à fait nouvelle, mais nouvelle depuis 2017 dans le cadre du championnat de France FFSA GT. Nous allons avoir l'occasion de vous accompagner tout au long de cette saison pour un calendrier, Laurent Mercier, qui sera finalement très stable par rapport à celui que l'on a connu l'an dernier. Oui, exactement. C'est un petit peu un copier-coller de ce qu'on a connu l'année passée. Donc on ouvre la saison à Nogaro et le deuxième rendez-vous sera d'ailleurs pas très loin d'ici, donc dans les rues de Pau au mois de mai. Donc, et après on ira faire un petit tour du côté de Dijon pour ensuite aller à Manicourt pour aller à Barcelone. Donc ce sera la seule sortie du championnat hors des frontières françaises et la finale se déroulera comme les années précédentes évidemment au Paul Ricard. Avec une finale mi-octobre donc. On connaîtra alors le nom des champions, des successeurs de Mike Parisi et Gilles Vanley. Gilles Vanley qui n'est pas présent malheureusement au départ cette fois-ci. Par contre, Mike Parisi va défendre son numéro 1 qu'il portera. D'ailleurs, pas de numéro porte-bonheur dans ce cas-là. Dans le clan CD Sport et des Porsche Cayman, on a décidé d'utiliser la Porsche numéro 1. Donc, on a quelques trous sur la grille de départ avec des concurrents qui apparemment n'étaient pas prêts directement. Ils sont sortis en retard de la voie des stands. Donc on a quelques concurrents qui partiront depuis justement cette voie des stands. Donc ça va être compliqué pour eux de remonter. Parce que la course, évidemment, d'un format d'1 heure, il faut éviter de perdre le moins de temps possible. Surtout sur un tracé comme celui de Nogaro. Et on va retrouver, je pense, Guénaël qui est dans la pit lane. Guénaël, Longy, est-ce que vous êtes dans la pit lane avec des voitures, semble-t-il, qui n'ont pas pu s'élancer au moment opportun? En effet, Thomas, la Porsche numéro 11, la numéro 7, la 2, la 44, la 25, la 1, la 72 et la 79 sont au bout de la voie des stands. Beaucoup de Porsche parmi ces autos qui partiront donc derrière le peloton. Malheureusement, pour avoir, comme vous l'avez dit, pour n'avoir pas respecté l'horaire de sortie des stands pour la mise en grille. Oui, mais si vous le dites, si j'ai bien compris, on a quand même 8 voitures, dont la voiture des champions en titre. Enfin, du champion en titre, Marc Parisi alors. En effet, oui. La numéro 1 du CD Sport est bien dans le lot. Et elle devait partir depuis la 13e position, cette voiture. La course et la saison n'a pas encore commencé, que l'on a déjà un premier rebondissement, Laurent. C'est Christophe la Lapierre. Porsche numéro 1 avec Christophe Lapierre, qui sera le nouvel équipier de Mike Parisi, qui va donc partir de l'arrière du peloton. Oui. C'est pas forcément la position la plus envieuse pour ouvrir la saison pour Christophe Lapierre qui retrouve le CD Sport cette année. Christophe Lapierre qui est quintuple champion B en Porsche Carrera Cup France et qui avait fait une petite apparition à Pau chez CD Sport justement l'année passée. Et Christophe qui passe un peu du format sprint qu'on lui connaissait évidemment, lui qui est, vous venez de le dire, quintuple champion en B, c'est-à-dire les pilotes dits amateurs. On est dans le cadre de ce championnat de France FFSA GT, toujours selon un format Pro-Am, mais donc effectivement, première grosse surprise, le champion en titre, les champions en titre, Mike Parisi et son équipe CD Sport, piégés au moment de se mettre en grille. Ça va jaser évidemment, parce qu'on a 8 voitures sur 30 qui ne sont pas sorties de la pit lane dans les temps, mais quelque part, on l'avait dit, avec autant de voitures, la direction de course a annoncé dès le briefing ici, on va être intransigeant, le respect des règles c'est important avec autant de voitures, et il le démontre dès le premier départ de la saison aux grand dames de certains d'entre eux. Alors je regardais dans les autres voitures qui pourraient faire partie des favorites, on a tout de même la Porsche numéro 11 aussi, le Racing Technology de Sylvain Noël et de Jimmy Antunes. C'est le pilote suisse qui était au volant et qui est au volant pour ce premier relais, donc ce sera à suivre là aussi. On a les Porsche AGS Events également qui ont été piégés quelque part elle aussi, et l'autre Porsche chez les sports, la numéro 2 pilotée par Valentin Simonet. Premier rebondissement donc avant le départ. Il y avait notamment Douglas Lundberg qui aurait dû partir depuis la 4e position sur la Ginetta numéro 4 et qui va donc partir lui depuis l'arrière du peloton. Voilà qui va changer considérablement la donne. Attention, les concurrents qui arrivent maintenant. Dernier enchaînement de virages, on va avoir le S du lac, droite et gauche, et puis départ lancé bien évidemment, 60 minutes, un arrêt au stand obligatoire, Laurent. Oui, entre la 25e et la 35e minute, donc pas de ravitaillement en carburant, pas de changement de pneumatique, donc juste un changement de pilote avec une fenêtre tout de même à respecter de 60 secondes.
60 secondes minimum entre voilà, l'entrée et la sortie de l'entrée la et la pit sortie. lane. Le premier départ de la saison, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, le championnat de France FFSA GT 2018 est lancé maintenant à drapeau vert avec au coude à coude Robert Consani et Fabien Michal, le poleman. Fabien Michal qui semble conserver l'avantage de sa pole position, même si Robert Consani a tenté de lui faire l'extérieur, ça n'est pas passé pour l'instant. Avantage Audi, Fabien Michal donc devant Robert Consani. On retrouve derrière Rodolphe Walgren en troisième position et puis en quatrième position une Audi Ouais, l'Audi Saint-Éloque, la deuxième, une des 3 Audi Saint-Éloque. qui est donc la numéro 5 à mon avis, celle de Christophe Hamon. Ouais. Oui, qui est là, effectivement, bien vu Laurent, quatrième. Et puis on a encore une Audi, celle du Ores Racing avec Olivier Pernaut, fils de Jean-Pierre Pernaut, le présentateur bien connu du journal télévisé. Et puis derrière, le reste de ce très beau peloton et surtout une partie des pilotes qui vont donc s'élancer de l'arrière. Attention à l'attaque d'Olivier Pernaut, peut-être sur Christophe Hamon. Christophe Hamon avec cette voiture teintée de bandes jaunes que l'on reconnaîtra. C'est sympa de la part de l'équipe Saint-Éloque d'avoir fait quelques signes distinctifs parce qu'elles se ressemblaient un peu, les 3 Audi R8 LMS de cette équipe. L'équipe Saint-Éloque qui est devenue l'une des références absolues en Belgique. C'est d'ailleurs l'un des points aussi, on en reparlera tout à l'heure Laurent, mais le retour de quelques grandes équipes françaises qui ont l'habitude d'évoluer sur la scène internationale et qui reviennent ici dans le cadre du championnat de France FFSA GT. Ça, c'est une très bonne nouvelle. On va d'abord refaire le point sur le classement au terme du premier tour. Ce dont on est sûr, c'est que c'est Fabien Michal qui a pu conserver l'avantage de sa pole position. Il emmène derrière lui 2 Ginetta et puis 2 autres Audi. Alors les Ginetta, ce sont tout d'abord Robert Consani et Rodolphe Walgren. On retrouve ensuite les Audi avec Christophe Hamon sur la numéro 5, Olivier Pernaut sur la numéro 48. Sur le chrono de Philippe Marie. Clément Dube, excellent départ de Clément Dube sur la Porsche numéro 18. En une 34 189, il avait signé le 10e temps des essais qualificatifs. Clément Dube, il est 3e des AM, donc il est parti de la 10e position. Il a déjà gagné 4 places. C'est vrai que certains de ses adversaires se sont retrouvés bloqués au bout de la pit lane également. Et puis Laurent Hurgon sur la première des BMW M4, la numéro 3 est en 7e position. Olivier Jouffret sur la numéro 64 et 8e. 9e place pour Nicolas Tardif sur la Ginetta numéro 26 et 10e position pour Guillaume Maillot sur une autre Ginetta, la numéro 39. Et regardez Rodolphe Walgren qui est bien placé derrière Robert Consani. Rodolphe Walgren, Laurent, qui aime particulièrement ce circuit de Nogaro. Il avait brillé l'année passée, on se souvient, lors de l'ouverture du championnat déjà ici même. Donc le Rodolphe Walgren qui avait fait le début de saison, qui avait mis un terme à sa saison en cours d'année, du coup qui revient en solo et donc dans la classe AM. Donc assez solide leader de cette classe, même si Olivier Pernaut n'est pas très très loin. Donc pour le moment on a deux anciens rallyman qui sont en tête, aussi bien Fabien Michal que Robert Consani. Par contre, ça va être difficile pour Rodolphe Walgren de rééditer sa victoire au classement général qu'il avait obtenu l'an dernier, le dimanche, avec Gaël Castelli d'ailleurs. Par contre, il vise le classement AM avec une petite particularité. Laurent, c'est que Rodolphe Walgren roule seul. Oui, exactement, il roule en solo. Donc ça lui permet d'accumuler de l'expérience, de rouler tout seul. Donc évidemment, le temps, lui, il a une fenêtre aussi à respecter au niveau du changement de pilote. Donc lui, ça ne lui créera pas d'avantage. Par contre, il aura forcément une meilleure connaissance de la piste. Et attention, parce qu'on voit à l'avant Robert Consani qui attaque et qui vient se placer à l'intérieur. Peut-être de Fabien Michal qui n'ose pas fermer tout à fait la porte. Bien joué de la part de Fabien Michal qui a juste laissé l'espace à Robert Consani pour venir se mettre, mais qui a fait l'extérieur et qui a conservé la tête. Très très belle défense pour l'instant du leader à bord de l'Audi R8 LMS numéro 42. Et puis on arrive dans la portion du circuit où l'Audi, a priori Laurent, est un peu plus avantagé, c'est-à-dire dans la ligne droite. L'Audi R8 LMS un peu plus puissante, qui a un peu plus de vitesse de pointe, même si par rapport à l'an dernier, on le voit, les Ginetta restent nettement plus dans le match. Attention à Christophe Hamon derrière qui a essayé de se placer à l'intérieur de Rodolphe Walgren pour la 3e position. Ça n'est pas passé. On a toujours derrière Olivier Pernaut sur la numéro 48. C'est bien lui qui est au volant. Ça a été confirmé par le service de chronométrage. Donc, comme c'était d'ailleurs prévu, les 5e. Excellent début de course de Clément Dube qui vient de la Fun Cup, des Midget également, et qui vient se frotter pour sa toute première course en GT. C'est une belle performance. Clément Dube qui roule en famille avec son père Laurent. Donc Clément Dube qui est un cavalier émérite. Et du coup qui passe. Qui est un cavalier. Ouais, tout à fait. Cavalier il a l'habitude des chevaux, soit un à la fois, soit beaucoup d'un coup. C'était pas les chevaux vapeur, mais vraiment un pilote qui fait un beau début de course pour une première saison en GT4.
Il est brillant. Et Attention à regardez Robert Robert Consani qui s'impatiente. Et Fabien Michal, en défendant sa position, Laurent, comme il est en train de le faire pour le moment, ne prend plus les trajectoires idéales. Ça veut dire quelque part qu'il est en train de retenir tout le peloton derrière lui. Oui, exactement. Et le but aussi de Fabien Michal, comme l'expliquait très bien Greg Guilbert avant le départ, ça va être de conserver les pneumatiques aussi propres qu'il faut pour que Grégory Guilbert puisse faire parler la poudre dans son relais. Alors tous les concurrents qui sont équipés évidemment des mêmes pneumatiques Pirelli P0. Par contre, effectivement, certaines voitures, certains styles de pilotage peuvent dégrader davantage de pneumatiques. Ça veut dire qu'on va l'user davantage, qu'on va perdre de l'adhérence au fil des tours. Exactement, et on a des voitures qui ne font pas toutes le même poids. Donc en fonction des différents tracés empruntés, évidemment, on a des voitures qui dégradent plus des pneus que d'autres. Nouvelle attaque de Christophe Amon. Je vous interromps, mon cher Laurent, mais il vient ici à l'intérieur sur Rodolphe Walgren qui reste sur la ligne extérieure. Oui, évidemment, le poids, on en revient, c'est l'ennemi de la préservation des pneus. C'est l'ennemi. On a par exemple une KTM qui fait ce début cette saison en championnat de France, qui était alourdie de par toujours l'établissement de la BOP. Donc on essaie d'équilibrer les performances des voitures qui avaient quand même plus de 100 kg de lest. Donc 100 kg de lest, ça commence à jouer. Donc après, le pilote doit composer avec ce lest embarqué, ce qui n'est pas forcément toujours évident, surtout dès un début de saison. Alors on va rappeler pourquoi les voitures embarquent du lest, parce que le principe du GT4, ce sont des voitures qui sont proche de la série, les GT4, moins développés que les GT3 que l'on voit par exemple dans la 4 heures de Spa ou en Blancpain GT Series. On part d'un principe d'un poids de 3,2 kg environ par cheval. C'est un rapport poids-puissance. Attention à l'attaque peut-être encore de Robert Consani. Robert Consani qui est moins vite dans la ligne droite et qui donc, s'il veut doubler, doit le faire dans cette partie sinueuse. Avec un Fabien Michal qui défend bien sa position. On le voit ici du côté du double droite de Coppen. On va rentrer dans l'escargot maintenant. Épingle droite et gauche. Attaque de Robert Consani à l'intérieur. Mais Fabien Michal qui continue de bien défendre. C'est vraiment très intelligent la manière dont il défend là Fabien Michal, en laissant la place à Robert Consani pour venir se mettre à l'intérieur, mais comme il doit lui-même resserrer le virage, en prenant la ligne extérieure, Fabien Michal parvient pour l'instant à rester devant. Et mieux, Robert Consani se met en difficulté par rapport à Rodolphe Walgren qui est juste derrière lui, qui est dans l'aspiration maintenant. Christophe Amon qui avait pu menacer Rodolphe Walgren lors des 2 tours précédents ne pourra pas le faire cette fois-ci. Et très belle défense donc de Fabien Michal. On revient dans une partie plus sinueuse qui est celle qui entoure les anciens stands de ce circuit Polar Maniac de Nogaro. Et là, regardez de nouveau Robert Consani qui revient tout près, qui va se mettre à côté. Cette fois, ça passe. Cette fois, c'est passé pour Robert Consani qui prend la tête. Rodolphe Walgren va-t-il en profiter? Une Ginetta au commandement, c'est celle des vice-champions 2017, Laurent. Et ils ont un peu le mort aux dents quelque part. Ils ont un petit coup de revanche certainement dans la bouche. Ils ont l'avantage de connaître bien la voiture, de connaître le circuit avec cette voiture. C'est la même équipe, le même tandem que l'année passée. Donc forcément, c'est un avantage supplémentaire à Fabien Michal qui découvre l'Audi R8 LMS GT4. C'est l'équipe Speedcar dirigée par Pascal Destambert, que vous avez d'ailleurs à l'image. Regardez. Il n'a pas gagné encore Pascal Destambert. Il n'a pas gagné, mais regardez, par contre là maintenant, évidemment Fabien Michal pourrait faire le jeu de Robert Consani, évidemment, parce qu'en retenant Rodolphe Walgren comme il le fait derrière lui maintenant, il va retenir l'ensemble du peloton et ça va permettre à Robert Consani de prendre quelques longueurs d'avance. Rodolphe Walgren qui ne doit donc pas trop hésiter derrière Fabien Michal. On voit un Fabien Michal qui était en difficulté dans les parties plus sinueuses. Si on revoit le dépassement, on l'a revu tout à l'heure, Laurent, on voit c'est une petite erreur au départ du pilote Audi qui glisse un peu, qui laisse un peu. Exactement, et du coup Robert Consani en vieux briscard des circuits et du sport automobile évidemment a trouvé facilement l'ouverture. Et il creuse l'écart. Robert Consani, vous dites oula, et une voiture, et c'est l'une des Mercedes de l'équipe AKSP, la numéro 88 avec Benjamin Ricci qui est planté. Une touchette, Christophe Amon qui a touché Rodolphe Walgren au bout de la ligne droite. Rodolphe Walgren, vous le voyez en tête à queue et à l'extérieur. Et il a pu repartir, mais il a perdu quelques places dans l'aventure, Rodolphe Walgren. Assez dommage, il était leader du classement des AM, Rodolphe Walgren. Du coup, ça fait les affaires d'Olivier Pernaut pour la classe AM. Qui va passer dès lors effectivement en 4e position. Olivier Pernaut revoit ici Christophe Amon qui vient beaucoup trop tard. C'est vraiment loupé Christophe. Ouais, et qui vient même mettre 2 roues dans l'herbe et percuter, on le voit à l'instant, Rodolphe Walgren. Et je pense qu'on va retrouver Guénel Longy dans quelques instants dans la pit lane avec un invité. Et on
avant de retrouver Guénel Longy, on va revoir le départ. Vous voyez ici Fabien Michal qui est en pôle. Derrière lui, il manque une place, enfin il y a une place vide. C'est Douglas Lundberg sur la Ginetta qui n'était pas présent au moment opportun à la sortie. Et Fabien Michal qui prend un départ parfait, même si Robert Consani avait déjà tenté de lui faire l'extérieur dans ce premier virage, le gauche de la ferme. Très beau départ de Fabien Michal. Depuis, Robert Consani est passé bien évidemment. Et là, on revient dans la voie des stands avec le pauvre Rodolphe Walgren, Laurent, qui s'est fait percuter par Christophe Hamon et qui rentre en dehors de la fenêtre. Ça, ce n'était pas prévu. Non, c'était pas prévu. C'est un petit peu dommage parce que vu le beau début de course de Rodolphe Walgren, mais là, il était pour rien. Donc, il s'est fait percuter par Christophe Hamon qui a retardé un petit peu trop son freinage. Du coup, la voiture paraissait pas forcément très endommagée. Mais Oui. On voit quand même la roue arrière droite, regardez, qui n'est peut-être plus tout à fait dans l'alignement tel qu'on pourrait l'imaginer. Il va y avoir une petite géométrie à faire probablement sur cette Ginetta G55. Et c'est dommage pour Rodolphe Walgren, on l'avait dit, vainqueur au classement général l'an dernier ici lors des Coupes de Pâques. En attendant, Robert Consani, lui, prend le large, prend l'avantage. Donc il a maintenant 4 secondes 4 d'avance sur l'Audi R8 LMS GT4 du Saint-Élope Racing de Fabien Michal. Qui lui est juste derrière lui, comme on voit à l'image, donc Olivier Pernaut et Clément Dob. Et voilà, et cette fois je pense qu'on peut retrouver Guénel Longy dans la Pitène. Elle est bien là, nous sommes bien connectés. Guénel, nous sommes avec vous. Oui, merci Thomas. Je suis avec Julien Lambert, un des malheureux, on va dire, de ce premier départ de la saison. Les 3 Porsche du Team AGS qui ont dû malheureusement s'élancer depuis la voie des stands. Julien, vous êtes le coéquipier de Nicolas Gaumard qui était concerné par ce départ depuis la voie des stands. Un petit peu compliqué de commencer la saison par ce genre d'événement et de manquer le départ. Ouais, exactement. Bon, c'est notre première course. C'est la première fois qu'on arrive en GT4. On a plutôt fait un très bon début de week-end, on est assez surpris des performances, je dirais l'essentiel est là. Après on apprend, on est une petite équipe, petite structure, on est des nouveaux. Voilà, ça fait mal, on part de dernier, on va essayer de remonter ce qu'on peut. Mais voilà, bon, on est content du rythme, on a encore une course demain et puis j'espère qu'on va réussir quand même à accrocher quelque chose aujourd'hui. C'est ce qu'on dit, on apprend de ses malheurs. Néanmoins, vous le disiez, les qualifications se sont super bien passées pour des petits nouveaux, des entrants dans ce championnat. 9e position sur la grille initialement pour Nicolas. Vous aussi, vous avez bien roulé en qualif ce matin. Bah, c'est gentil, on est assez content pour l'instant. Maintenant, on sait qu'il y a beaucoup de niveaux, il y a beaucoup de teams qui ont beaucoup d'expérience. Voilà, des pilotes de super qualité, on va y aller doucement, les unes après les autres, et puis on verra. Mais on est très content d'être là, et puis voilà, on va essayer de mettre encore un peu plus de gaz. Merci beaucoup Julien, bon courage. Merci effectivement à Julien Lambert, et comme il le disait, il faut apprendre. Attention, Guénel, full course yellow, neutralisation de la course. Et ça ne va pas du tout faire les affaires de Robert Consani, bien évidemment, qui avait déjà une belle avance par rapport à Fabien Michal qui retenait les autres. Alors, full course yellow, pourquoi Eh bien, on attend, on va essayer de le savoir d'ici quelques instants. Neutralisation, quoi qu'il en soit. Alors, le principe d'un full course yellow, Laurent, c'est très différent d'un safety car. Oui, parce que le safety car, vous avez une voiture de sécurité. On a la raison d'ailleurs. C'est Benjamin Ricci en fait. Voilà, qui était planté dans l'herbe. Il a beaucoup plu ces derniers jours, donc évidemment, c'est un petit peu. On le voit d'ailleurs. Ça va être compliqué. Ils sont embourbés, on dirait. Ça aurait été compliqué. Ça fait un peu désert de Paris-Dakar. Ça aurait été compliqué pour la Benjamin Ricci de sortir du bac tout seul. Donc il faut le véhicule d'intervention. Donc le temps de sortir la voiture de Benjamin Ricci du bac. On maintient les voitures à la même vitesse, donc à 80 km/h. Donc évidemment, les dépassements sont interdits. Donc comme tout le monde est censé ralentir en même temps, personne ne devrait y gagner. Alors c'est ce que je vais dire. Contrairement à ma première réaction qui était de dire mauvaise affaire de Robert Consani, normalement pas. Normalement pas. Normalement l'écart devrait être maintenu, et je vous parlais évidemment pas de Paris-Dakar mais de Dakar tout court. On va retrouver Guénel Longy en compagnie du leader, enfin du co-leader quelque part. Oui, je suis en compagnie de Benjamin Lariche qui a suivi évidemment de très près les premiers tours de son coéquipier Robert Consani. Un petit peu de pression là au départ, c'était chaud avec Fabien Michal. Ça a été chaud. Fabien Michal a très bien défendu pendant déjà au départ et puis ensuite sur tout le début de course. Bon, Robert a réussi à passer, maintenant il essaie de faire l'écart. On va voir comment ça évolue parce que c'est vrai qu'on a un peu plus de poids que l'an dernier dû au statut silver de Robert, donc on va voir la fin de course. Oh là, ce safety car, ça fait vos affaires ou pas du tout? Pour l'instant c'est full course yellow, j'ai pas vu si ça avait déclenché le safety car ou pas. Ah oui, full course yellow, effectivement. Full course yellow, ça fait plus notre affaire que le safety car parce qu'on avait déjà un peu creusé l'écart.
Donc l'écart va rester inchangé. Il faut espérer que ça reste comme ça. Merci beaucoup Benjamin, bonne course. Merci effectivement Guénaël et merci à Benjamin. Et comme on le disait, eux ils avaient connu un week-end de Pâques très compliqué il y a un an qui au moment du décompte final, le soir du meeting du Castellet sur le circuit Paul Ricard, on s'était dit tiens les points qui ont manqué à Nogaro, où ils avaient eu des problèmes techniques notamment lors de la première course, ces points-là peut-être auraient pu faire la différence. Donc finalement voilà, ils ne l'ont pas fait, ça fait partie. On a vu, je vous coupe Thomas, on a vu à l'image Christophe Hamon qui est allé dans le box de chez Speedcar pour s'excuser auprès de Rodolfo Algren. Ce qui veut dire qu'on aurait aussi un abandon alors pour l'autre Audi, la numéro 5 Saint-Éloque. Alors que Benjamin Ricci repart sur le numéro 88, l'une des deux Mercedes du team AKSP de Jérôme Polican. Donc le team basé à Toulouse qui fait son retour sur la scène nationale en plus d'un programme Blancpain GT Series plus que chargé. Alors profitons-en parce que pour reprendre un mot à la mode, on vous avait teasé au début en disant on a le retour de quelques grandes équipes françaises qui reviennent. Clairement AKSP ça en fait partie et attention parce que là on a quand même une safety car me semble-t-il. Oui, safety car, donc neutralisation. Et bien là l'écart de Robert Consani finalement va être réduit à pas tout à fait néant mais presque. AKSP, l'équipe de Jérôme Polican qui est à domicile, on l'a dit, c'est une équipe toulousaine. Forcément, avoir AKSP dans un championnat comme le championnat de France FFSA GT, c'est tout bon. Oui, c'est une équipe qui a déjà été titrée en championnat de France FFSA GT du temps des GT3 et du temps où le team de Jérôme Polican était en Ferrari. Donc maintenant, c'est le passage à Mercedes aussi bien en GT3 qu'en GT4. Donc Jérôme Polican connaît forcément toutes les ficelles du métier pour faire briller ces deux Mercedes AMG GT4. Alors on a une bonne nouvelle, Guénaël Longy est parti à la chasse de Christophe Hamon, semble-t-il. Guénaël qui voulait retrouver celui qui malheureusement a commis une petite erreur au bout de la ligne droite. Guénaël, il doit être bien embêté j'imagine Christophe. Oui, il a l'air embêté Christophe et vous l'avez vu il y a quelques instants, il était dans le box du team Speedcar pour aller s'excuser auprès de Rodolphe Algren. On sait que vous êtes un gentleman Christophe et on sait que vous aimez pas faire des erreurs et on sent que vous êtes un petit peu embêté par la situation. Ouais, je suis super embêté, ça fait 2 abandons, la nôtre, la sienne. C'est pas du tout à mon habitude de taper, d'aller faire des erreurs. J'ai tout clairement perdu les freins au bout de ligne droite. J'ai freiné dans la partie sale de la piste, ça m'a pas aidé. Et je le tape. Il n'y a pas de blessé, c'est bien sûr encore une fois le plus important. Mais c'est vraiment emmerdant pour tout le monde, quoi. On n'est pas là pour abandonner à la première manche au bout de 4 tours. C'était une belle course, il n'y avait pas eu d'accrochage, pas de safety. Voilà. Est-ce que c'est aussi apprendre aussi cette nouvelle auto pour vous, prendre un peu vos marques, un peu s'habituer à la façon dont elle freine aussi Christophe, sans vous chercher forcément d'excuses, mais c'est une voiture que vous découvrez? La GT4, oui, je la découvre. Maintenant, la R8 GT3, j'avais roulé dessus chez Sébastien Le Brassing en 2015. Donc on connaît un petit peu la philosophie de la voiture. L'auto est très lourde. On embarque quasiment avec 1700 kg, le plein, le pilote, la voiture, le lest, tout. Donc c'est sûr que je pense que 5 mètres de point de frein plus tôt, je serais encore avec le casque. On est désolé pour vous Christophe et on vous retrouve avec plaisir demain. On le sent effectivement, désolé. Un bel état d'esprit quand même chez Christophe Hamon. Oui, bravo pour la sportivité. Et puis, il reconnaît l'erreur. J'ai freiné dans la partie sale. C'est vrai que cette voiture est peut-être un peu plus lourde. Alors, on voudrait quand même préciser aussi pourquoi cette voiture est un peu plus lourde. On va profiter d'ailleurs du safety car pour le faire. Le GT4, comme on le disait tout à l'heure, en comparaison avec du GT3, est régi par un système de balance de performance. Une BOP en anglais, Balance of Performance. Ça veut dire quoi, balance de performance? On va faire vite parce que le safety car rentre à la fin de ce tour. Donc on souhaite équilibrer les voitures. On ne veut pas que ce soit une voiture différente qui gagne sur chaque week-end. C'est pas forcément ça le but du jeu. C'est d'équilibrer les performances des différentes voitures parce qu'on n'a pas forcément la même architecture chez les constructeurs. Donc c'est surtout pour que tout le monde ait une chance de gagner. Donc, ou une chance du moins de se montrer devant. Donc on équilibre ces différentes autos. Donc on a une personne chez SE1 qui s'appelle Claude Surmont qui regarde toutes les GT4. Et en début de saison, on équilibre les voitures et après on rajoute en fonction des circuits, on rajoute du poids, on change la hauteur de caisse de la voiture ou l'aileron. Et tout la puissance et tout ça, ça donne aussi des courses disputées puisque tout le monde a une chance du moins de se montrer. Alors si je vous comprends bien, l'objectif c'est que ce soit les pilotes et les équipes qui fassent la différence et non pas les voitures à proprement parler. Exactement, donc c'est pour ça qu'on a des voitures ici dans le championnat, comme en Blancpain GT Series. On a une seule catégorie, c'est une catégorie unique, on n'a pas deux catégories qui luttent contre l'autre, l'une contre l'autre. Et donc là on a une catégorie et après c'est que le meilleur gagne sur la piste. Une
balance de performance qui permet d'avoir effectivement de très belles luttes. Et on a des voitures qui s'accommodent mieux sur des circuits sinueux, d'autres qui s'accommodent mieux sur des circuits rapides. On a vu là la BMW n'est pas à son avantage, mais elle sera plus à son avantage sur un circuit comme Manicourt. Parce que la BMW est plus puissante, un empattement plus long, donc moins maniable, à l'inverse d'une Ginetta qui est plus légère mais peut-être moins puissante. Exactement. Donc c'est pour ça que tout le monde à un moment, tout le monde a un circuit de prédilection, donc tout le monde peut tirer son épingle du jeu. Alors clairement, le circuit de Nogaro, c'est un circuit qui convient bien, notamment à la Ginetta, parce que c'est une voiture agile, légère, un peu moins puissante. Cette Ginetta peut-être que la concurrence. On a un moteur V6 Ford qui est à l'intérieur de cette Ginetta, 355 chevaux environ. Là où du côté de l'autre, on est plutôt à 500. Allez, c'est parti. Ricardo van der Ende, le champion d'Europe du Nord en GT4, est prêt à prendre le relais dans quelques instants. En attendant, les feux sont passés au vert, vous l'avez dit Laurent, et on est reparti sous la conduite de Robert Consani devant Fabien Michal. Derrière, on a une autre Audi, la noire, c'est celle d'Olivier Pernaut, le patron du Ores Racing. Et puis regardez l'excellent début de course de Clément Dube pour sa première course en GT. Vraiment, le garçon nous enthousiasme. Il a 32 ans, Clément Dube, pilote du Cool Racing, et qui vient directement se frotter parmi des habitués malgré tout du GT. On les a tous vus l'an dernier. Robert Consani, Fabien Michal, Olivier Pernaut qui avait roulé à quelques reprises sur la Maserati également, ont tous une certaine expérience en GT. À l'inverse de Clément Dube, excellent deuxième du classement AM pour l'instant, quatrième du général. Et puis en cinquième position, on a un pilote qui a un parcours assez atypique. Laurent, c'est Laurent Hurgon sur la BMW numéro 3 du BMW Team France. Il est en train de nous faire mentir parce qu'on a dit que le Garo c'était pas forcément le circuit de prédilection de la BMW, et du coup Laurent Hurgon qui fait son retour à la compétition. Donc Laurent Hurgon a la particularité d'être pilote de développement chez Renault Sport, et c'est lui notamment qui a établi le record sur la Nordschleife, donc la boucle nord du grand circuit du Nürburgring qui fait près de 20 km au volant d'une voiture de série. Donc c'est une Renault Mégane RS. Je crois qu'il a même plusieurs records avec des Méganes, avec des Clio. Exactement, donc il a plusieurs records à son actif, et c'est vraiment un pilote de talent qui, quand il est rentré chez Renault, a forcément mis un terme au côté compétition. Du coup, le fait de revenir, de pouvoir rouler en GT4 dans un championnat abordable et tout, ça permet à des, on va pas dire des anciens pilotes, parce qu'il a toujours été pilote, mais à des pilotes qui s'étaient retirés, de faire leur retour sur le devant de la scène. Laurent Hurgon, spécialiste en général des petites tractions survitaminées dans le cas des Renault RS, et qui effectivement sur cette BMW du Team France vient animer le peloton. On voit ici que c'est assez délicat pour les Audi R8 LMS, avec un Olivier Pernaut qui attaque Fabien Michal. Très bon début de course aussi d'Olivier Pernaut, vraiment, avec cette structure Ores Racing qui fait partie, Laurent, parce qu'on a parlé de nouveaux venus du côté des pilotes, c'est le cas aussi du côté de certaines équipes qui ont cru dans ce GT4, en tout cas dans ce championnat de France FFSA GT version GT4. Oui, on a beaucoup d'équipes qui l'année passée ont préféré attendre soit l'arrivée de nouvelles GT4, soit attendre de voir comment le championnat allait s'organiser, comment il allait monter en puissance. Et on a quand même pas mal, c'est pour ça qu'on a quand même pas mal de nouvelles équipes qui viennent cette année. Je crois qu'elles sont au nombre de 9. Donc 9 nouvelles équipes, c'est plutôt positif pour le championnat. Et on sait certaines avec plusieurs voitures. Exactement, et on attend aussi d'autres équipes et d'autres nouvelles voitures. On en parlera certainement plus tard. On a l'Alpine qui va arriver, qui est exposé dans le paddock, qui fait le régal des photographes. On a la Ford Mustang qui devrait revenir. On a l'Aston Martin GT4 qui devrait revenir en cours de saison, notamment dépôt. Donc évidemment, on a un petit peu, même si c'est que la deuxième année, on a un petit peu un renouveau du championnat. On a à l'image Yann Erlaché qui va rouler en WTCR, qui roule aussi également en GT4 au sein du team d'Yvan Muller. Donc on a beaucoup d'équipes de talent, beaucoup de pilotes de talent, des jeunes, des plus anciens. Donc c'est un bon mix et le package global est parfait. Et très excitant. Dans 1 minute 20, on ouvrira la fenêtre pit stop, comme on l'appelle, le changement de pilote. Guénel, Longy, vous êtes dans la voie des stands, et apparemment, Guénel, on se prépare un peu partout. Oui, vous le disiez à l'instant, je suis justement à côté de Yann Erlaché qui est tout prêt, tout casqué. Effectivement, la voie des stands va ouvrir dans moins d'1 minute. Maintenant, on va peut-être essayer juste d'avoir un petit mot de Yann pour ce premier relais dans quelques instants au volant de cette toute nouvelle Mercedes. Alors, vous êtes un pilote d'expérience, Yann, mais c'est quand même des grands débuts en GT4. Ouais, c'est ma première course en GT. L'an dernier, avec les 2 dernières années, j'ai plutôt l'habitude des courses en relais. Mais en GT, c'est une première, c'est un beau meeting, il y a plein de voitures. Mon coéquipier a fait un bon boulot dans la première partie de la course et je vais essayer d'en faire de même dans la deuxième. Merci beaucoup Yann, bon courage. Merci à Yann Erlaché, dont le coéquipier, merci à vous Guénel, dont le coéquipier Laurent Millara est actuellement en 18e position sur la Mercedes AMG numéro 18. Yann Erlaché qui ne disputera pas l'entièreté du championnat et il sera absent sur 2 rendez-vous pour cause de clash de date avec la Coupe du Monde des voitures de tourisme, le FIA WTCR, où il sera engagé
c'est que l'an dernier, il a gagné une épreuve du championnat du monde des voitures de tourisme, le WTCC, où il pilotait une Lada, figurez-vous. L'an dernier, Yann Erlaché, il a gagné une épreuve de la joute mondiale et ça nous montre à quel point le niveau est relevé. Et attention, parce que là, on a un pilote qui veut faire parler de lui ici, c'est Olivier Jouffret sur la Porsche numéro 64, c'est la voiture du Victime qui est typiquement, Laurent, une équipe locale. Le Victime, on se souvient que l'an dernier, ils étaient d'ailleurs montés sur le podium, ils avaient terminé deuxième le lundi. Ouais, sachant que cette équipe était, donc on verra tout à l'heure avec Éric Trémoulet qui revenait de blessure. Donc maintenant, on a une équipe alors que la première voiture rentre. C'est Fabien Michal qui va rentrer et céder le relais à Grégory Guilbert. On continue du côté d'Olivier Pernaut, on continue du côté de Clément Dume, Laurent Huron continue et Olivier Jouffret également. Et je pense que le Victime a aussi un petit peu ouvert une voie l'année passée, une équipe qui venait d'une autre discipline, de la Clio Cup, du coup, qui dès ses débuts en GT4 s'est montré à son avantage. Et ça a certainement aussi donné des envies à d'autres d'en faire autant. Oui, très clairement, ça prouve que les équipes dites amateurs, entre guillemets, ont leur rôle à jouer. Et ça, c'est important aussi pour le championnat de France FFS AGT parce que ce produit GT4 est plus abordable financièrement, bien sûr, mais aussi sur le plan technique. Et ça, c'est important. Oui, et quand vous regardez, on n'a pas beaucoup de techniciens qui regardent la voiture comme là, quand on change le pilote, on regarde la pression des pneus. Donc, c'est pas un gros staff technique qui est derrière. Donc, forcément, les coûts sont réduits. Et moins de personnel. Moins de personnel et c'est ce qui fait aussi le succès de cette catégorie GT4. Allez, on voit ici Grégory Guilbert qui va pouvoir repartir à l'instant. Vous entendez le moteur 5 litres 2 V6 de l'Audi R8 qui redémarre, moteur atmosphérique. On parlait de la balance de performance tout à l'heure. On a des moteurs atmosphériques, on a des moteurs turbo, on a des moteurs à l'avant, des moteurs à l'arrière, on a des voitures lourdes, des voitures légères. Et l'objectif étant que chacune de ces voitures puisse peu de choses près à avoir les mêmes performances. On voit en GT3 ça fonctionne très très bien avec des marques très différentes qui jouent les avant-postes. C'est le cas aussi et de plus en plus en GT4 avec l'excellent travail, vous l'avez dit, de Claude Surmont de SRO qui parvient à équilibrer toutes ces voitures pourtant tellement différentes. On a l'impression pourtant que c'est presque mission impossible au départ. Oui, et on peut retrouver du coup une 20 voitures en 4 dixièmes. C'est-à-dire vous perdez 4 dixièmes, bon, c'est pas trop grave, mais en fait vous regardez la feuille des temps, vous dites, ah oui quand même. Donc, du coup, on perd 20 places. Oui. Du coup, on perd 20 places. Ah, ça repart également pour cette Porsche numéro 72 d'une des nouvelles équipes. On en parlait, AGS Events avec Christophe Terrière et Lucas Moron qui est présent avec plusieurs voitures. 3 voitures, AGS Events, donc qui cumule avec un programme en Lamborghini Super Trofeo Europe et donc qui vient se frotter un petit peu au GT4. Ils ont emmené des pilotes, un effectif qui vient de la Midjet, et donc qui débute en GT4 et une équipe qui brille dès le premier meeting. Voilà, le retour d'Olivier Jouffret également dans la voie des stands. Il sera relayé par l'ex-double vainqueur de la Clio Cup française, Éric Trémoulet, pilote gersois, qui est devant son public ici sur le circuit de Nogaro. L'an dernier, Éric Trémoulet qui avait vécu des coupes de Pâques assez difficiles. On s'en souvient alors qu'ici, on voit Yann Erlaché qui est reparti juste devant Robert Consani. Il y a un tour de différence entre ces deux voitures. Le leader, vous le voyez, c'est la Ginetta noire et Bordeaux qui fait signe. Regardez comme il s'énerve. Robert Consani derrière, vous avez vu les gestes de la main de Robert Consani qui semble dire mais enfin mais qu'est-ce qu'il fait celui-là à être devant moi, je lui prends un tour, il me bloque. Yann Erlaché qui vient de repartir, qui est dans son tour de lancement presque, alors que là on a vu l'espagnol du Baporo Motorsport, Daniel Diaz Varela associé à Manel Cerqueda partir en tête à queue. Que fait-il Robert Consani? Eh bien il rentre maintenant, c'est Benjamin Lariche qui va prendre le relais de la voiture de tête. On continue du côté d'Olivier Pernaut, on continue aussi du côté de Clément Dube qui vont probablement tirer les relais le plus longtemps possible. On est dans le cadre d'équipage AM, donc c'est un peu différent là aussi parce que ça veut dire que le deuxième pilote n'est pas plus rapide, ce qui est plutôt le cas normalement quand on est dans un format Pro AM et que c'est le pilote entre guillemets Diam qui a pris le départ. Voilà, changement, Benjamin Lariche qui monte à bord, les vice-champions 2017, l'équipe Speedcar vont-ils entamer la saison 2018 par une victoire? Ils sont bien partis pour cela en tout cas. Leadership pour l'instant de Robert Consani, mais on est loin évidemment d'en avoir terminé. À noter que Laurent Hurgon reste en piste également avec la BMW M4 numéro 3, celle du BMW Team France. Jimmy Antunes sur la Porsche numéro 11 est resté en piste. On a un classement, Laurent, pour l'instant qui est difficile à lire parce qu'il dépend évidemment de ceux qui n'ont pas encore effectué leur arrêt. Oui, il faut attendre la fin de la fenêtre de changement de pilote. Comme on l'a dit tout à l'heure, entre la 25e et la 35e minute, il reste encore un petit peu de temps au pilote pour changer. Alors qu'on a aussi une 6e place pour la seule Maserati du plateau. La Maserati qui est une belle couleur de bande dessinée. De Antoine le pilote.
avec Olivier Gomez qui est 6e. Et voilà Benjamin Lariche qui repart. Premier tour de roue en course de la saison pour l'ex-pilote de monoplace. Et on va retrouver son équipier. C'est Robert Consagny au micro de Guénaël Longy. Oui, Robert qui vient tout juste d'enlever le casque. Un petit peu énervé, Robert, en descendant de la voiture. Non, mais c'est le premier changement de l'année, donc c'est un peu difficile. Personne est encore parfaitement rodé, mais bon, on a fait une bonne première partie de course. Je laisse la voiture dans de bonnes conditions à Benjamin. Je fais confiance à Benjamin pour qu'il fasse du bon boulot comme il le fait d'habitude. Donc on est content, maintenant il n'y a plus qu'à croiser les doigts. La course elle est encore longue, que la Ginetta tienne jusqu'au bout. Mais là, normalement aussi, on n'aura pas de souci avec cette voiture-là. De l'année dernière, elle a été super fiable. Donc je vois pas pourquoi elle ne le serait pas pour cette fin de course. On va rester zen pour la fin. On va essayer. À tout à l'heure. On va essayer. Le pilote d'Aix-en-Provence, Robert Consagny, 35 ans, et qui a un passé, on le rappelait, de rallyman avant tout, lui qui a notamment représenté les intérêts de Renault dans le cadre du championnat d'Europe, parmi d'autres performances d'ailleurs. Certains se souviennent aussi d'une impressionnante cabriole de Robert Consagny en rallye. Si je me souviens bien, c'était avec une Peugeot 208 T16 où il s'était fait surprendre. Il est venu en circuit, il s'est bien impliqué en circuit Robert Consagny l'an dernier. Il avait été, je ne sais pas si on peut parler de révélation, mais en tout cas l'un des hommes forts du championnat l'an dernier. Et c'est vrai que cette année, avec Benjamin Lariche, ils sont probablement les principaux candidats au titre. Oui, il fait toujours un petit peu de rallye d'ailleurs, Robert Consagny, entre deux meetings sur circuit. Pour le moment, la tête est occupée par Olivier Pernot sur l'audi du Ores Racing. Et comme on le disait, que ce soit pour Olivier Pernot qui fait équipe avec Philippe Marie ou pour Clément Dupe qui fait équipe avec son papa Laurent, on va essayer de tirer le relais le plus longtemps possible. Attention Laurent, de ne pas dépasser non plus le temps de la fenêtre, parce que qu'est-ce qu'il se passe si jamais on effectue le changement de pilote après 35 minutes de course? Là vous aurez une pénalité forcément, parce que vous n'avez pas respecté le règlement, donc du coup on vous passera une pénalité. Donc on peut demander de repasser par la voie des stands avant de reprendre la piste, et là vous pouvez dire adieu à toute chance de bons résultats. C'est pour ça qu'il faut aussi également respecter la fenêtre de 60 secondes entre l'entrée de la voie des stands et la sortie. Sinon vous repassez également par la voie des stands, parce que vous aurez dans ce cas-là aussi une pénalité. Alors on a des pilotes qui sont en train de remonter également dans le classement, et notamment celui qui avait été champion, Stéphane Tribodini, qui a dû partir de l'arrière parce qu'ils ont eu un problème lors des essais qualificatifs. Stéphane Tribodini qui fait problème équipe de joint. Petit problème de joint au niveau du bocal, je crois, au niveau du refroidissement. Et il n'a pas pu faire. Et regardez, on a à l'image son équipier Pierre-Alexandre Jean qui vient de signer le meilleur tour en course en 1:34 239. Pierre-Alexandre Jean. Pierre-Alexandre Jean, il a 17 ans, il n'a même pas de permis de conduire. Pas encore. Il nous vient de la Formule 4, donc la monoplace. Il évoluait l'an dernier dans le cadre de la FFSA Academy. Très impressionnant Pierre-Alexandre Jean lors des essais, alors que l'on a la belle Maserati qui repart. Lors des essais qualificatifs ce matin aussi, Pierre-Alexandre Jean qui a signé le 4e chrono, je crois, de mémoire dans la séance 2, donc qui partira aux avant-postes demain. Et avec Stéphane Tribodini, l'objectif ici c'est d'aller marquer des points. Marquer les points, ça veut dire terminer parmi les 10 premiers. Surtout que c'est un équipage qui va changer de monture en cours de saison. Parce qu'à partir du meeting de Dijon, ce tandem va rouler avec la nouvelle Alpine, l'Alpine A110 GT4. Donc du coup, la chance pour eux, c'est qu'ils commencent sur deux circuits qui sont assez favorables à la Ginetta. Donc, ce qui est plutôt un bon point, même s'ils comptaient débuter la saison avec l'Alpine, c'était pas volontaire. Donc du coup, ce sera deux montures différentes pour ce tandem Tribodini-Jean. Ils vont devoir s'habituer effectivement. On nous confirme malheureusement l'abandon de Franck Le Herper sur la Mercedes numéro 85 qui s'est arrêté dans la pit lane et qui, semble-t-il, ne pourra pas repartir. On n'a pas eu la raison de l'abandon, mais peu importe. C'est l'une des voitures du Yvan Muller Racing, semble-t-il. Et on voit ici Pierre-Alexandre Jean qui est là et qui est bien attentif. Et on avait vu, en fait, voilà, on a l'explication, puisque normalement la numéro 85 aurait dû écoper d'un drive-through, donc d'une pénalité pour avoir causé une collision. Donc Franck Le Herper qui a causé une collision dont il a apparemment été lui-même la première victime, puisqu'il est contraint
à l'abandon, nous indique-t-on. Et regardez Pierre-Alexandre Jean qui est revenu ici derrière Steven Palette sur la Porsche IMSA. Et devant eux, on a Antoine Leclerc également sur l'Audi du Riviera Motorsport. Ils sont 8e, 9e et 10e. Vous le voyez, c'est écrit d'ailleurs sur le pare-brise de la voiture. Le chiffre que vous voyez apparaître effectivement est la position. Alors attention, c'est la position dans la classe. Donc en vert, ce sont les Pro-Am et en rouge, si je ne m'abuse, ce sont les pilotes amateurs, en tout cas les équipes qui roulent dans la classe AM. Et on va rentrer à l'instant. Ouf, c'était tout juste à 25 minutes et 1 seconde avant la fin. Là, on a pris des risques dans le clan Race Racing pour laisser Olivier Pernaut en piste le plus longtemps possible. C'est pas du rouge, pardon, c'est du blanc pour les AM. Voilà, Olivier Pernaut qui s'extrait de la voiture. Quel excellent début de course d'Olivier Pernaut. Guénaël Longy, je suis sûr, est à l'affût et va aller nous recueillir les impressions d'Olivier dans quelques instants. En attendant, c'est Philippe Marie qui prend le relais à bord de l'Audi R8 LMS qui GT4. L'une des nouvelles venues dans le championnat au même titre que les Mercedes AMG, que la KTM aussi que l'on a aperçu tout à l'heure, la KTM X-Bo et puis en règle générale les BMW. Philippe Marie qui doit avoir un peu la pression malgré tout sur ce coup-là. Alors où va-t-il repartir? Et attention à, je vous coupe Thomas, attention à la Ginetta de Pierre-Alexandre Jean qui est sous investigation pour une relâche dangereuse dans la voie des stands. Donc attention à ne pas prendre de pénalité pour cette Ginetta qui effectue une belle course. Ce serait dommage après cette magnifique remontée effectivement. Pierre-Alexandre Jean qui est 12e du classement général pour l'instant. Voilà Philippe Marie qui repart. On va voir où il en est au niveau du classement. Philippe Marie, et il est reparti derrière Éric Trémoulet. Donc il est 4e du classement général. Philippe Marie, par contre, il reste en tête du classement des AM à coup sûr avec cet Audi R8, ce qui serait déjà une très très bonne opération évidemment pour cette Audi du Race Racing. 4e, et donc pour l'instant, on a notre top 3 avec Benjamin Lariche sur la Ginetta numéro 8, Jim Pla. Quel retour de Jean-Luc Boblic et de Jim Pla avec la Mercedes AKSP numéro 87 qui est en 2e position, et Éric Trémoulet qui a relayé Olivier Jouffret sur la Porsche numéro 64 qui est 3e. Guénaël Longy, on ne connaît pas sa position si ce n'est qu'elle est dans la pit lane et qu'elle est avec Olivier Pernaut. Guénaël. Mais moi je suis toujours en pole position, en tout cas pour les interviews, j'essaye. En compagnie de Olivier Pernaut, un garçon qui connaît bien ce championnat, ancien champion de France en 2015. Très beau premier relais pour vous Olivier au volant de cette toute nouvelle auto. Ouais, je suis super content, on a réussi à monter le programme avec mon team au Race Racing. On est là avec Lodi et je finis devant au premier relais, c'est super chouette, j'en attendais pas autant. Vous êtes associé à Philippe Marie, justement, comment elle se passe cette association? Comment vous débutez cette année ensemble? Ça fait une dizaine d'années que je le connais Philippe, puisqu'on a débuté ensemble en Fun Cup à l'époque. On a été coéquipiers en race car, un petit peu en Lamera aussi, en midget, on a fait plein de formules comme ça, hyper gentleman, hyper sympa. Et j'ai l'impression que c'est bien formateur parce qu'on est là et on est content d'être là. Voilà. Qu'est-ce que vous ambitionnez là comme position si tout se passe comme vous le voulez? Un podium au AM, ça serait bien, mais il reste encore une demi-heure. 25 minutes, allez, croisons les doigts. On croise les doigts, merci Olivier. 22 minutes, dites-lui Guénaël, 22, c'est déjà moins que 25 pour Philippe Marie, qui reste bien en tête des AM, mais attention parce que Laurent Dube n'est pas loin derrière, on l'a aperçu avec la Porsche orange d'ailleurs. Entre-temps, on a aussi un pilote professionnel qui est en train de remonter, c'est Julien Piguet, vous l'avez à l'image sur la BMW M4. Numéro 3 du BMW Team France qui attaque directement d'ailleurs. Regardez comme il vient se placer à l'intérieur de Philippe Marie qui a très intelligemment ouvert la porte. Il ne roule pas dans la même catégorie ces deux-là, inutile de prendre tous les risques. Et puis on a Romain Monti également qui est juste derrière sur la voiture numéro 100. Romain Monti qui est donc une BMW là aussi M4 GT4, c'est celle de l'équipe 3Y Technologies. Ils sont donc 4e et 5e maintenant. Voilà, c'est fait 5e avec les deux BMW et Laurent Dube qui vient de se faire passer par l'une des Audi Saint-Éloque, c'est celle de Grégory Guilbert. Ouais, et la bonne affaire de ce ravitaillement, c'est Jim Pla. Jim Pla et Jean-Luc Boblic. Donc ils pointent à la 2e place et du coup Jim Pla qui vient de faire le meilleur tour en course, 1:34.2. Alors que pour l'instant dans le 2e secteur, c'est Benjamin Lariche qui fait mieux que tout le monde. Alors par où sont-ils passés Jim Pla tout d'un coup On les avait pas vus. Jean-Luc Boblic qui avait été fort gêné, on l'a croisé ce matin, qui disait lors des essais qualificatifs, il y a une voiture qui est partie en perdition devant moi dans le dernier virage. Du coup j'ai dû freiner très fort, j'ai cassé mon tour le plus rapide et j'étais mal lancé pour le suivant. Donc je n'ai pas su réaliser le tour que j'aurais voulu, disait Jean-Luc Boblic. Mais là on a bien géré le coup, stratégiquement parlant aussi dans le clan AKSP avec Jim Pla qui vient de s'offrir le meilleur tour en course en 1:34.
de, vous le disiez, 139 km de moyenne, c'est pas mal hein, quand même sur un circuit aussi sinueux que celui de Nogaro. Et là on voit Julien Gouja qui double Laurent Dube, le papa de Clément. On a Steven Palette qui est juste derrière. Antoine Leclerc, je pense, dans l'Audi du Riviera. Oui, pardon. Julien Gouja qui avait pris le départ, effectivement. Raison de le signaler, on le disait d'ailleurs tout à l'heure. Laurent Dube, j'ai l'impression qu'il se demande un peu ce qui lui arrive parce que regardez, il a laissé passer également Steven Palette, il a laissé passer Pierre-Alexandre Jean. Bon, maintenant il faut essayer d'aller se raccrocher au bon wagon pour Laurent Dube qui est deuxième, c'est pas facile. Non, c'est pas facile et ça fait partie des pilotes qui découvrent ce championnat de France GT4, donc il doit faire face à des pilotes qui ont un petit peu plus d'expérience alors qu'on a sur le côté gauche de la piste une BMW de 3Y Technologies, celle de Didier Moreau et Alain Grand qui est au ralenti. Et vous voyez que Steven Palette et Pierre-Alexandre Jean qui attaquent et qui doublent Philippe Marie également. On a les deux leaders de la classe AM qui sont là, avec l'Audi noir et puis juste derrière, Soye Harry qui est revenu derrière la Porsche de Laurent Dube. Soye Harry qui attaque directement. Oh là là là. On a des pilotes pro là qui sont partis le couteau entre les dents véritablement pour essayer de revenir dans le parcours. Des pilotes dont pour une raison ou pour une autre qui sont partis un peu plus loin que ce qu'ils n'auraient voulu au début de leur relais et qui attaquent de main de maître. C'est le cas de Mike Parisi aussi, regardez, bien vu du côté de la réalisation, qui est parti retrouver le champion en titre sur cette Porsche numéro 1, Mike Parisi, dont l'équipier Christophe Lapierre est parti depuis la voie des stands et qui est en train de remonter. Il est 13e je pense pour l'instant, Mike Parisi. Et on a deux champions à la bagarre, puisqu'on a Ricardo Van der Ende derrière, qui est le champion GT4 European Series. Donc sur la BMW, qui est engagé par l'Espace Bienvenue, donc le pilote néerlandais qui fait cause commune avec André Grammatico. C'est sympa d'avoir un néerlandais, ancien vainqueur pour ceux qui aiment les courses de monoplace, notamment du célèbre, du prestigieux Formula Ford Festival de Brands Hatch, qui était en quelque sorte considéré comme le championnat du monde ou presque pour les pilotes de Formule Ford à la fin des années 90. Ricardo Van der Ende qui était un pilote qui rêvait de Formule 1 comme beaucoup d'ailleurs, qui était un pilote très très talentueux et puis qui n'a pas pu s'ouvrir, mais en GT ça reste une sacrée référence. On voit ici Philippe Marie attaqué maintenant par la Porsche numéro 1, la Porsche numéro 1 qui est donc celle de Mike Parisi qui va rentrer en 11e position. Et puis en tête de la course, nouveau record du tour signé par Jim Pla en 1:34.0. Il a repris 2 dixièmes supplémentaires à Benjamin Lariche pour la plus grande joie de son équipier Jean-Luc Boblic qui est au micro de Guénaël. Guénaël. Et oui, effectivement, Jean-Luc qui regardait de très très près. Là, il est penché sur le muret, il regarde tous les tours de Jim, qui fait d'ailleurs meilleur temps sur meilleur temps de Jim. Mais par où êtes-vous passé, Jean-Luc et Jim, pour vous retrouver maintenant en 2e position? Bah écoute, déjà c'est moi personnellement qui ai loupé les qualifs, j'ai pas eu de chance, mais la chance en sport automobile c'est pas l'essentiel, il faut se débrouiller pour réussir les choses. L'objectif c'est de faire des tours le plus propre possible pour rester le plus près collé de la tête. On a fait un super changement de pilote, je crois un des meilleurs, donc voilà, l'ensemble fait que on a recollé rapidement et puis maintenant Jim fait le boulot. Vous connaissez bien la Mercedes GT3, sa petite sœur, comment est-elle, Jean-Luc? Ben, beaucoup moins puissante, beaucoup plus lourde, il a fallu que je m'adapte. D'ailleurs j'ai eu un peu de mal au début. Là je suis rentré dans les conditions de course d'un Blancpain Endurance où je me suis calé sur un rythme sans essayer de trop dégrader pour laisser une voiture la rendre meilleure possible pour Jim. J'espère que ça va fonctionner. Bah écoutez, au vu des chronos, il n'a pas l'air d'être trop gêné en tout cas. Merci beaucoup Jean-Luc. Merci Guénaël et merci à vous également à Jean-Luc Boblic. Et puis quant à Jim Pla, ben oui, ça reste évidemment un pilote de grand talent. Il a 25 ans, Jim Pla, ancien pilote de Formule 3 notamment, lui aussi a pu rêver à un moment dans sa carrière. On l'a à l'image d'ailleurs, Jim Pla a pu rêver de Formule 1. Et puis c'est surtout en Porsche Carrera Cup par la suite qu'il s'est illustré. Clairement, avec Jean-Luc Boblic, Laurent, on a peut-être là l'un des meilleurs duos pro-am. On est totalement en tout cas dans l'esprit pro-am, avec un très très bon gentleman driver qui est Jean-Luc Boblic, un pilote professionnel qui est Jim Pla. Et regardez, on a les deux leaders. Il est en train de revenir, Jim Pla, par rapport à Benjamin Lariche qui est devant lui. 3 secondes 8. Il a encore repris 1 dixième lors du dernier tour. Il est l'auteur du meilleur tour en course. Maintenant, ce qui va jouer, il reste 16 minutes de course. Laurent, c'est quoi? C'est la dégradation des pneumatiques. La dégradation des pneumatiques, ça va être un facteur important.
On sait que la Ginetta est réputée pour dégrader très peu ses pneumatiques. On sait que la Mercedes est une voiture assez lourde, donc qui a tendance aussi à dégrader un petit peu plus les pneumatiques. En plus, toutes ces équipes n'ont pas encore eu l'habitude de rouler ici même sur une piste sèche. On sait que les débuts, les essais libres notamment, ont été assez humides. Donc c'est ce matin directement en qualification que les différentes équipes ont fait les réglages pour une piste entièrement sèche. Donc ça a forcément un impact. Et maintenant, la Ginetta, comme vous l'avez dit tout à l'heure, est une voiture suffisamment agile. Alors Par contre, on a l'habitude, Laurent, aussi de faire la Blancpain GT Series ensemble avec grand plaisir d'ailleurs. L'une des forces de la grande sœur de cette Mercedes AMG, la version GT3, c'est la préservation des pneumatiques. Oui. Vous ne pensez pas que du côté des ingénieurs Mercedes, on a pu essayer quelque part de transmettre quelques gènes à cette petite sœur, cette GT4, pour que là aussi, elle puisse gérer les pneus sur la durée? Il y a forcément il y a forcément un rapport, mais maintenant la GT3 est une vraie voiture de course, réputée pour faire de l'endurance, pour être fiable, pour être constante, faire de l'endurance. Là on a une voiture quand même qui est plus proche de la série, qui est plus typée sprint, donc on a quand même deux voitures, même si elles peuvent se ressembler par le look, qui sont totalement différentes. Alors on a vu en tête Benjamin Lariche et Jim Pla, vous les aviez à l'image il y a quelques instants. On a derrière en solitaire pour l'instant Éric Trémoulet sur la Porsche numéro 64. Et puis regardez, à partir de la 4e position, voici le groupe des poursuivants. Julien Piguet, c'est la BMW M4 numéro 3. Romain Monti, c'est la BMW M4 numéro 100. Grégory Guilbert, qui vient de se faire passer, ceci dit, par Antoine Leclerc. Je vais bouger sur notre classement, mais c'est bien Antoine Leclerc qui est au volant de cette voiture. Donc Antoine Leclerc qui est passé en 6e position et Grégory Guilbert qui a glissé au 7e rang devant Steven Palette sur la première Porsche. Attention aussi à Pierre-Alexandre Jean qui est en 9e position et Sohail Yari sur la Ginetta numéro 26. Le poleman de la 2e course d'ailleurs, celle dont le départ sera donné demain à 14h, est en 10e position et il est en pleine remontée. Voilà qui nous promet une fin de course animée avec Romain Monti plus rapide que Julien Piguet pour l'instant. Et là, ne pensez pas que les deux pilotes BMW vont faire une course d'équipe, parce que même si les deux voitures ont une livrée à peu près identique, elles ne font pas partie du même team. Celle de Julien Piguet fait partie du BMW Team France et celle de Romain Monti fait partie du 3Y Technologies, qui est une nouvelle équipe qui vient cette année en GT4 et qui vient en force avec 3 voitures. Donc forcément, on va voir Romain Monti essayer de prendre l'avantage. Il est bien là, il est bien placé derrière, il met la pression en tout cas. Romain Monti pour l'instant, qu'on avait vu l'an dernier à bord d'une Maserati, lui qui avait d'ailleurs remporté le trophée Maserati international. Ça ne porte pas le titre d'un championnat du monde, mais c'était les compétitions mondiales Maserati, en tout cas avec les Grandes Turismo, championnat qu'il avait remporté en 2015. On l'avait vu rouler en Maserati l'an dernier, cette fois il a un peu changé de monture. Le voilà avec cette BMW, cette nouvelle équipe 3Y Technologies qui est directement présente en force elle aussi pour ses premiers pas dans la série. Et manifestement la performance est au rendez-vous pour le jeune pilote français. On est passé déjà dans ce championnat de France FFSA GT, mais on l'a vu en Blancpain Sprint l'an dernier. On le verra d'ailleurs encore en Blancpain GT Series version Endurance cette année. Sur le Lamborghini. Ça reste un jeune pilote français qui veut se distinguer. Romain Monti, on voit des trajectoires très différentes. Regardez dans le gauche de la ferme avec un Julien Piguet qui s'est laissé davantage déporter à l'extérieur et Romain Monti qui est en position pour l'instant de choisir sa trajectoire en fonction de celle de Julien Piguet qui est devant lui. Et les deux BMW qui, en se livrant à une telle bataille, sont aussi en train de se gêner quelque part parce qu'on a Antoine Leclerc qui est juste derrière et qui revient avec l'Audi du beau spectacle dans cette lutte pour la 4e position. Et on imagine, Guénaël, que vous avez quelqu'un à côté de vous qui doit la suivre attentivement également cette bagarre. Ronald Basso qui a pris le départ justement sur cette BMW numéro 100. Vous avez laissé le volant à Romain qui est en train de faire vraiment du beau boulot. Écoute, Romain est en train de finir le taf, on n'y croyait pas trop ce matin, on n'était vraiment pas bien. La course a fait que les faits de course, je m'en suis plutôt bien sorti. Lui est en train de remonter sur Julien. On croise les doigts, un top 5 déjà c'est très bien. Bon, c'est un début de saison, une arrivée en GT pour vous avec cette BMW. Ronald, on sait que c'est une marque qui est chère à votre cœur. BMW, parlez-nous un petit peu de cette auto. C'est une très bonne auto, je pense que le circuit de Nogaro n'est pas trop à sa faveur. On espère plus sur les grands circuits où elle va pouvoir être beaucoup plus performante. Donc là, on savait qu'on ne serait pas très bien. On est vraiment étonné d'être là aujourd'hui, mais tant mieux.
Bon, il y a Julien Piguet qui est juste devant vous. On imagine que Romain va aller à la bagarre. Je pense que c'est son seul objectif là. On va surveiller cette près. Merci Ronald. Merci Guedel, merci Ronald. Effectivement, la bagarre elle a lieu pour l'instant sur la piste avec un Romain Monti qui met la pression sur Julien Piguet, mais qui lui-même est menacé par Antoine Leclerc. Attention Antoine Leclerc sur l'Audi. Ah, que c'est beau cette bagarre pour la 4e position, il y va. Antoine Leclerc, non, il a juste pointé le museau avant. Et attention, parce que derrière, on a un jeune loup qui nous vient de la monoplace. Pierre-Alexandre Jean, association. Touchette. Touchette avec. C'est un petit peu loupé Antoine. Ah là 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 là. Ça fait pas les affaires de Romain Monti. Ah que c'est dommage. Que c'est dommage. Romain Monti envoyé en tête à queue par Antoine Leclerc. On va revoir certainement. On va pas donner. On va le revoir directement. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Antoine Leclerc qui veut plonger ici à l'intérieur. Il n'y a pas vraiment la place. Il bloque les roues et il vient toucher Romain Monti, l'ex-pilote officiel Bentley en Blancpain GT Series Endurance Cup. Antoine Leclerc qui a commis une petite erreur d'appréciation sur ce coup-là, la numéro 83. Bon, ça fait les affaires de Pierre-Alexandre Jean, ça, qui avec Stéphane Tribodini, je vous rappelle, ils sont partis 38e et dernier sur la grille de départ. Pierre-Alexandre Jean est revenu 7e avec juste devant lui désormais Antoine Leclerc et 2 places devant, mais un peu moins rapide, Julien Piguet. Donc on pourrait retrouver, qui sait, pourquoi pas une 4e position, d'autant que je serais étonné que le cas Antoine Leclerc, voilà, ne soit pas attention placé aussi sous derrière investigation. Pierre-Alexandre Jean, on a Sohail Ayari et on a Steven Palette. Donc on a aussi 2 sérieux clients, même si Sohail a encore un petit écart à combler sur la Ginetta de Pierre-Alexandre Jean. Et confirmation de la direction de course, l'incident concernant les voitures 83 et 100 est sous investigation. Je vois pas comment Antoine va pouvoir échapper à une petite pénalité. Ouais, là je pense que l'investigation ne doit pas durer longtemps. Drive-through. Drive-through pour la voiture numéro 83 d'Antoine Leclerc. Drive-through, ça veut dire passage par la voie des stands où il faut respecter la limite qui est de 60 km/h, plus l'entrée avec une chicane très très serrée, surtout ici à Nogaro. Il va perdre beaucoup de temps, Antoine Leclerc, qui venait de doubler Julien Piguet, qui plus est, qui va défendre sa position, Antoine, mais qui va devoir rentrer, quoi qu'il arrive. Ça va permettre à Pierre-Alexandre Jean peut-être de profiter de la situation. Pierre-Alexandre Jean qui croise la trajectoire pour essayer de se placer à l'intérieur de Julien Piguet. Et attention, Sohail Ayari qui a fait l'extérieur également. Ils se sont légèrement touchés, ces deux-là, sans mal, semble-t-il, pour les carrosseries. S'ils ne se sont pas touchés, en tout cas, on n'aurait pas osé aller glisser la main entre les deux, Laurent. Enfin, vous faites ce que vous voulez avec vos mains, mais moi, je ne la glisse pas à cet endroit là-bas parce que les deux voitures étaient extrêmement proches. Sohail Ayari qui a voulu profiter de la confusion devant lui pour faire l'extérieur, ça n'est pas passé. Et Steven Palette qui est là également avec finalement ce qui est la première Porsche du classement pour l'instant. Pierre-Alexandre Jean qui est passé devant Julien Piguet. Bien joué. 17 ans, on ne manque pas de culot à 17 ans. En tout cas, Pierre-Alexandre Jean n'en manque pas, lui, assurément. Le voilà en... Il est 5e, mais en fait c'est la 4e position lorsqu'Antoine Leclerc aura purgé sa pénalité pour Pierre-Alexandre Jean, donc qui se retrouve qui se retrouvera 4e après être parti 38e avec Stéphane Tribodini. Quelle course magnifique de cette Ginetta d'équipe CMR. Et du coup Stéphane Tribodini qui était un petit peu la révélation de l'année passée. Du coup maintenant cette année ça pourrait être son coéquipier qui pourrait être l'une des révélations vu son jeune âge et qui commence de la meilleure des façons. Alors que là Sohail Ayari n'a pas dit son dernier mot sur la BMW de Julien Piguet. Que Steven Palette est lui juste en embuscade sur la Porsche IMSA Performance. Alors on parlait tout à l'heure, c'était très intéressant, Ronald Basso au micro de Guénaël Longy qui disait on ne s'attendait pas à être performant ici, un peu comme on vous l'avait expliqué d'ailleurs avec la balance de performance, moteur avant, un circuit il faut beaucoup de motricité dans les relances, or quand on a un moteur avant, forcément on a plus de poids à l'avant qu'à l'arrière, ça fonctionne un peu moins bien, des BMW que l'on n'attendait pas à pareille fête, on voit ici aussi en fin de relais probablement des pneus qui sont davantage, on va pas dire à l'agonie, mais qui sont davantage usés pour Julien Piguet que pour ceux qui sont derrière lui, c'est-à-dire Sohail Ayari et Steven Palette. Et plus on avance dans la course, plus il semble souffrir, Julien Piguet. Ouais, je pense que Sohail Ayari, Sohail il va essayer évidemment de trouver l'ouverture. On est à 6 minutes 45 de l'arrivée. Donc le temps presse pour le pilote de la Ginetta et Steven Palette derrière qui sera forcément prêt à en profiter. Il va y aller ici, Sohail Ayari, il va aller ici à l'intérieur du dernier virage, magnifique. Dépassement de Sohail Ayari, là où se trouvent les anciens stands, ceux qui étaient utilisés jusqu'à 2007 de ce circuit Paul Armagnac de Nogaro. Magnifique dépassement de Sohail Ayari, le poleman de la course 2 qui est en pleine remontée également pour l'instant. Steven Palette qui va attaquer à son tour Julien Piguet et Antoine Leclerc qui reste en piste. Alors attention parce qu'il a reçu l'indication du drive-through, il a
le droit de passer au maximum 3 fois sous le drapeau, lui indiquant qu'il doit purger le drive-thru, Antoine Leclerc, sans quoi ce drapeau de drive-thru pourrait se transformer en drapeau noir, et dans ce cas-là c'est une exclusion pure et simple de la course, une disqualification, ce serait dommage évidemment pour Antoine Leclerc, parce que ça peut même monter au tribunal sportif par la suite. Donc, quand vous avez un drapeau qui vous indique de rentrer pour purger un drive-thru, il est vivement conseillé de le faire. Attaque de Steven Palette sur Julien Piguet, ouh là, ils se sont touchés. Ils se sont pratiquement touchés, il reste devant Julien Piguet, Steven Palette est là et regardez qui pourra en profiter, c'est Grégory Guilbert sur l'Audi de l'équipe Saint-Éloque, la numéro 42 qui est là derrière. Ils sont en lutte pour la 7e, 8e et 9e position, ça devrait même être un rang de mieux quand Antoine Leclerc aura purgé son drive-thru. L'attaque de Steven Palette, ou plutôt de Grégory Guilbert par l'extérieur, mais Steven Palette reste devant pour l'instant. Belle bagarre là-bas, Julien Piguet qui en étant plus lent, Laurent, est un peu en train de ralentir ceux qui sont derrière et ça permet de créer des opportunités de dépassement. Ouais, exactement, et on a quand même vu Steven Palette à qui il a failli arriver la même mésaventure que celle d'Antoine Leclerc. Il y a une petite touchette, non? S'il n'y a pas de touchette, on n'est pas très très loin. On n'aurait pas mis la main non plus. Non plus. On n'aurait pas mis la main non plus. Normalement, on va avoir le drive-thru pour... Voilà. Il rentre. Non, ça c'est Morgan Moulin-Trafort. C'est la Ginetta de Morgan Moulin-Trafort qui vient de passer. Qui est 31e. Cette Ginetta du GM Sport. Il n'y a toujours pas eu de drive-thru dès lors pour Antoine Leclerc qui est reparti pour un tour supplémentaire. Et on voit ici à l'image Julien Piguet. Et est-ce qu'il est rentré pour son drive-thru, Antoine Leclerc? Toujours pas, hein? Toujours pas. Attention que ce panneau drive-thru ne se transforme pas en drapeau noir pur et simple. Steven Palette qui attaque. Ici Julien Piguet. Ouais, Julien Piguet, on le voit, il est en difficulté, hein, Julien Piguet, au niveau de la tenue de route avec une BMW M4 qui dérive. On l'a vu notamment là-bas dans le virage de Coppen. Nouvelle attaque, il ferme la porte. Julien Piguet, il reste 4 minutes dans cette première course de la saison du championnat de France FFSA GT. Et on se régale véritablement du spectacle proposé par ces voitures de grand tourisme ici sur le circuit de Nogaro. La ligne droite, c'est plutôt un avantage pour la BMW qui est plus rapide, plus puissante et plus rapide en vitesse de pointe. Par contre, au freinage, Steven Palette va peut-être pouvoir tenter quelque chose. Non, Julien Piguet freine en milieu de piste, il ferme la porte par la même occasion. Ça fait les affaires de Mike Parisi, hein, évidemment, qui a recollé sur Greg Guilbert, et on a aussi Ricardo Van der Ende là, sur la voiture de l'espace bienvenu, qui recolle la Porsche Cayman de CD Sport. Donc là, on a un petit match à 5, là, c'est intéressant. Hein. Ah, mais soyons clairs, Julien Piguet, il fait le bouchon pour l'instant. Hein. Il fait ce qu'il peut, il défend sa position, mais il fait le bouchon. Pour la tête de course, hein, Benjamin Lariche possède toujours 3 secondes 5 d'avance sur la Mercedes Jim Plat. Et c'est toujours Eric Trémoulet, la voiture du victime qui est 3e. Et Steven Palette est passé devant, je vous interromps Laurent. Steven Palette qui a fait sauter le bouchon Julien Piguet. Alors on insiste sur le fait que Julien Piguet a tout à fait de raison de faire ce qu'il fait évidemment. Hein. Il défend sa position, et en défendant sa position, il perd du temps aussi par rapport à un rythme de course normal. Et voici Antoine Leclerc qui purge son drive-thru. Passage par la voie des stands à 60 km/h qui va le faire plonger au-delà du top 10. Malheureusement, Julien Piguet qui a essayé d'intimider Steven Palette dans le gauche de la ferme, premier virage de ce circuit de Nogaro. Ça n'est pas passé pour Julien Piguet qui doit même se méfier maintenant de Grégory Guilbert derrière lui. Il y a des points à aller chercher pour le championnat là. Très clairement, voici le leader Benjamin Lariche que vous avez à l'image qui doit se défaire du trafic. 3 secondes 5 d'avance pour Benjamin Lariche qui gère à la perfection l'écart vis-à-vis de Jim Plat. Une Ginetta G55 devant une Mercedes AMG. Sympathique premier duo. On a une 3e marque différente sur le podium provisoire. C'est la Porsche numéro 64 d'Éric Trémoulet associé à Olivier Jouffret. Éric Trémoulet qui est à 21 secondes du leader mais sur le podium provisoire. Et puis on a une autre Ginetta, donc Pierre-Alexandre Jean, 4e après être parti avec Stéphane Tribaudini. Hein, il faut les associer évidemment ces deux-là. Après être parti depuis la 38e position derrière Ricardo Van der Ende est passé devant Mike Parisi. Le néerlandais Ricardo Van der Ende. Donc Greg Guilbert aussi a perdu de place. Et Greg Guilbert a été passé par Van der Ende et par Parisi. Ouh que c'est chaud là-bas dans le top 10 pour les points à aller chercher. Julien Piguet qui vient de s'offrir une sortie tout en travers là-bas avant d'aborder les anciens stands. Du coup, Steven Palette qui a pris un petit peu d'air en faisant sauter le bouchon. Ah oui, mais dès qu'ils sont passés devant Julien Piguet, évidemment, ils peuvent prendre un rythme plus élevé. On aperçoit Yvan Muller en personne. Hein. Monsieur WTCC, Monsieur Trophée Andros aussi, 10 couronnes en Trophée Andros et si ma mémoire est bonne, 4 dans le championnat du monde des voitures de tourisme.
avec Certes et avec Chevrolet à l'époque. Tu me disais hier qu'il était en retraite. Il était en retraite, oui. Il travaillait plus qu'avant. Oui, mais il roulera de nouveau cette année puisqu'il va rouler avec une Hyundai dans le FIA WTCR, Yvan Muller. Belle retraite. Hein. Qui fait partie de ces légendes du sport automobile français. On est ravis lui aussi de l'accueillir avec son équipe au sein de ce championnat de France FFSA GT. La lutte entre les BMW de Julien Piguet et Ricardo Van der Ren, c'est la lutte pour la 7e position. Ici, Benjamin Lariche, lui, qui est en train petit à petit de prendre ses distances. Alors on a eu pas mal de changements, semble-t-il, au niveau du classement des AM, si je vois bien Laurent, puisqu'on aurait Julien Lambert, que l'on avait tout à l'heure au micro de Guénel Longy d'ailleurs, sur la Porsche AGS Events, qui la partage avec Nicolas Gomard, qui sont en tête du classement AM. Devant Pascal Hutto, sur la Porsche de Racing Technology, la numéro 44. Avec Arnaud Noël comme équipier pour Pascal Hutto, et 3e position pour la Ginetta G55 de Jérémy Raymond et de Wilfried Casalbon. C'est Wilfried qui est actuellement devant. Ce qui veut dire que Laurent Dube, dont le fils Clément était en tête tout à l'heure, était 2e, pardon, et Philippe Marie, dont l'équipier Olivier Pernaut était en tête, ont perdu pas mal de terrain malheureusement durant cette 2e partie de course. Alors le temps réglementaire est écoulé. On rentre maintenant dans le dernier tour. C'est le cas déjà pour Benjamin Lariche, Jim Pla, Eric Trimoulet, Pierre-Alexandre Jean, Sohey Ayari et Steven Palette. C'est le cas à partir de maintenant pour Julien Piguet, que vous avez à l'image, avec Ricardo Van der Ren et Mike Parisi juste derrière lui. Voilà, le leader. Course parfaite pour l'équipe Speedcar. Benjamin Lariche, Robert Consani, 2e du championnat en 2017, et qui vont entamer leur marche, ils l'espèrent en tout cas, vers le titre de la plus belle des façons qui soit en cette saison 2018. 3 virages encore, et puis ce sera un premier succès pour l'équipe Speedcar, pour Benjamin Lariche, pour Robert Consani. Le drapeau à damier qui va être abaissé d'ici quelques instants. 60 minutes d'une course durant laquelle on n'aura pas eu le temps de s'ennuyer. Hein. Non, c'est sûr, on attendait que tout le monde se regarde un petit peu. Hein. C'était la première de la saison et du coup on a eu le droit à une très très belle course. Et belle victoire de Benjamin Lariche et Robert Consani. 2e position pour Jim Pla et Jean-Luc Boblic. On va attendre maintenant Éric Trimoulet et Olivier Jouffret qui, comme l'an dernier, vont donc monter sur le podium avec cette équipe Vic Team basée dans le Gers, à Vic-Fezensac, d'où le nom d'ailleurs, Vic Team, qui est EAM, bien sûr, une bande d'amis qui a un peu montré la voie, comme vous le disiez, Laurent Mercier, en disant voilà, c'est possible de venir jouer les avant-postes avec une équipe d'amis. Bravo à Olivier Jouffret, bravo Éric Trimoulet, 3e, 4e position pour Pierre-Alexandre Jean. C'est la remontée sans aucun doute de cette course pour Stéphane Tribolini et Pierre-Alexandre Jean, passé de la 38e à la 4e position. Sohey Ayari termine 5e avec Nicolas Tardif, Steven Palette et Mickaël Blanchemin, très belle remontée là aussi, termine 6e. Et puis Ricardo Van der Ren, on vient de le voir, avec André Grammatico, termine 7e, 8e position pour Julien Piguet et Laurent Urgon sur une autre BMW. Mike Parisi, mais finalement, quand on sait qu'ils sont partis depuis la voie des stands, Mike Parisi et Christophe Lapierre ont plutôt limité les dégâts. 9e, ils vont marquer 2 points malgré tout pour le championnat, la Porsche numéro 1 de l'équipe CD Sport, avec des regrets évidemment, parce que s'ils étaient partis de la position qui était initialement prévue pour eux, c'est-à-dire la 13e, ils auraient peut-être pu rentrer dans le top 5. Grégory Gilbert et Fabien Michal, eux, sont partis depuis la pole position et ils terminent 10e. Ça a été compliqué en fin de course pour Grégory Gilbert. On a vu qu'il perdait régulièrement du terrain, peut-être une usure des pneumatiques plus importante dans ce cas-là. Romain Monti, malheureusement, héros malheureux de la fin de course, il termine 11e après avoir été un peu aidé, c'est le moins que l'on puisse dire, pour partir en tête à queue par Antoine Leclerc qui va terminer plus loin également. Yann Erlaché, l'Alsacien, neveu d'Yvan Muller, et sur la Mercedes d'ailleurs de l'équipe familiale de l'équipe d'Yvan, termine 12e. C'est hors des points. 13e position pour Antoine Leclerc et Julien Gouja suite au drive-thru. C'est hors des points également. Pierre Courroy et Douglas Lundberg, qui auraient dû partir depuis la 3e position sur la grille départ, mais qui ont pointé en retard au moment de monter en piste, termineront 14e. Et puis on arrive à la 15e position, Laurent, avec le vainqueur de la catégorie. Oui, la Porsche de Julien Lambert. Donc la Porsche du AGS Events, donc la Porsche de Julien Lambert qui fait équipe avec Nicolas Gomard, le patron du team, donc, qui a cette 15e place, et alors que la 2e place du podium en AM est pour donc la Porsche du Racing Technology de Pascal Hutto et de Arnaud Noël, et la 3e place est pour la Ginetta CMR de Wilfried Casalbon et Jérémy Raymond.
et Pascal Destambert est heureux. Ah, c'est le patron de l'équipe Speedcar, Pascal Destambert. Allez, la joie énorme. Ah, on ne peut pas mieux commencer la saison évidemment que par une victoire. Bien joué de la part de Robert Consani et Benjamin Lariche. Quelle joie immense dans le clan Speedcar. C'est réalisateur également, hein, Pascal Destambert avec son téléphone. Bon, on lui demandera peut-être de nous produire quelques vidéos à l'occasion que l'on pourra diffuser. On plaisante bien évidemment. Voilà Benjamin Lariche qui a eu chaud malgré tout. Relais qui a duré une petite trentaine de minutes pour Benjamin Lariche. On aime bien ce format, Laurent Mercier, c'est pas vraiment du sprint. C'est pas vraiment de l'endurance. Pour les pilotes, c'est quand même du sprint parce que c'est 30 minutes à fond. Par contre, le fait que ce soit deux pilotes, ça nous fait une mini-endurance et ça nous donne un format très sympa. Et d'ici quelques instants, j'imagine que l'on va retrouver Guénaël Longy qui est là. On l'entendait d'ailleurs sur notre antenne. Guénaël, vous êtes avec les vainqueurs. Oui, avec Robert Consani qui est en train de tweeter, d'envoyer un texto. Ah oui, parce qu'il a rallye aussi en même temps. Benjamin Lariche, Robert Consani, les vainqueurs du jour. On savait qu'il fallait compter sur vous, vice-champion de France en titre. Une course magnifique, un très beau relais de Robert, on en a parlé. Puis il n'y avait plus qu'à parfaire le boulot, mais il y avait quand même du travail, Benjamin. Ben ouais, il y avait du travail parce que Jim faisait très bon temps derrière. Bravo à lui parce qu'il partait de loin, donc super remontée. Et on a travaillé depuis toujours pour avoir une voiture constante. Là, la voiture, elle était constante, elle permettait d'en rajouter. Quand il fallait en rajouter, la fin de course, c'était un peu difficile parce que je me suis retrouvé dans le trafic et je n'étais pas toujours vu. Ça a été chaud à 2-3 reprises. Mais bon, on est vraiment content de gagner pour l'équipe, pour Pascal, pour Denis, pour toute l'équipe. Et bravo à Bob aussi pour son premier relais. Il vous expliquera ça tout de suite. Le message à vos adversaires, Robert deuxième en 2017, c'est on est là pour gagner cette année. En tout cas, on est là pour faire mieux que l'année dernière, donc... Donc forcément gagner. J'aime pas le dire, mais on est là pour faire mieux que l'année dernière. Bon bah c'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup Robert. J'aime beaucoup Guénaël, hein, le faire mieux que l'année dernière quand on a terminé vice-champion, ben forcément. C'est vrai que l'on peut difficilement rêver mieux. Merci Guénaël pour cette intervention. Et on voit la passion de Robert Consani qui s'occupait du rallye, lui en se demandant mais qu'a fait mon frère. On sait que dans la famille Consani, on est effectivement très branché rallye. Bien quoi qu'il en soit, le frère, et c'est le frère aîné je pense, Robert, lui a bien fait le job avec Benjamin Lariche. Une victoire donc dans le cadre de l'ouverture de ce championnat de France. Et fait ça GT et Guénaël qui va continuer sa chasse aux interviews évidemment quand vous voulez, hein, Guénaël, quand vous avez, vous y allez. Hein. C'est bon, j'ai récupéré Jim Pla, ça y est, on l'a libéré enfin. Jim, très belle course, on en parlait il y a quelques instants avec Jean-Luc Boblic. Il faut le rappeler, parti 20e, deuxième à l'arrivée ici à Nogaro. Quelle belle course pour vous. Bah écoutez, oui, super. Jean-Luc a fait un super boulot en partant 20, il est arrivé à rendre la voiture P8. On a fait un super pit-stop, donc bravo à toute l'équipe. Et ensuite, moi j'ai eu à dérouler, à essayer. Le plus difficile a été doubler Eric Trémoulet, qui était plutôt bien, mais plutôt plus dégradé que la nôtre. Et après, l'écart avec Benjamin était assez constant. Je savais que je ne pouvais pas le rattraper. Donc voilà, juste à gérer. Je gérais les retardataires. Et bravo à toute l'équipe, bravo à Jean-Luc. Super pour commencer le championnat. Merci beaucoup Jim. On vous laisse. Avec Merci. le record du tour, hein, Guénaël, pour Jim Pla également, associé à à Jean-Luc Boblic, aussi record du tour pour cette Mercedes AMG. On a eu une pole Audi, c'est sympa parce qu'on a eu une pole Audi, on a un meilleur tour Mercedes et on a une victoire pour la Ginetta. Donc trois marques différentes qui ont montré leur niveau de performance ici. Alors il y a une nouveauté cette année, mon cher Laurent, c'est le Pirelli Challenge qui va récompenser la plus belle remontée sur l'ensemble du week-end. En fait, on prendra les concurrents qui ont gagné le plus de positions sur l'ensemble du week-end. Alors là, je peux vous dire qu'il y a un équipage qui a plutôt fait une toute bonne opération dans le cadre du Pirelli Challenge et qui pourrait gagner un set de pneus, c'est Stéphane Tribonini et son équipier Pierre-Alexandre Jean, partis 38e et qui ont terminé 4e. Avant cela, on va retrouver les vainqueurs de la catégorie AM en compagnie de Guénaël Longy qui est parti à la chasse, non pas la chasse aux œufs en ce dimanche de Pâques, mais bien la chasse aux vainqueurs. Oui, alors quand même, faut-il rappeler leur mésaventure? On en a parlé tout à l'heure avec Julien Lambert. Ils sont partis derniers quand même, ces garçons, suite à un petit loupé, quoi. C'est les débuts, il faut bien commencer. On est parti dernier de la voie des stands et malgré ça, la victoire en âme Nicolas Gomard. Julien Lambert pour des débuts, c'est pas un poisson d'avril. Non, on va pas la refaire. Oui, on part dernier parce qu'on a manqué un petit peu de rapidité sur la partie des stands. Donc on n'a pas pu prendre le départ. Moi j'ai fait un premier run solide, je me suis bien amusé à doubler. Et puis Julien qui a l'air de transpirer quand même pas mal. Voilà, je voulais remercier, mais je voulais remercier surtout mon équipe de mécanos
qui ont fait une nuit blanche pour nous préparer une voiture qu'on a reçue il y a 4 jours. Voilà, donc je les embrasse et celle-là, elle est pour elles. Merci Julien. Rapidement, un petit mot. Première course, première victoire. Je rejoins Nicolas, on était vraiment content du travail des mécanos, on avait été performants. Il y a eu un petit peu de confusion au départ, ça arrive, c'est le début, on s'est mal compris. Voilà, donc on est content de pouvoir revenir quand même avec un joli podium, une première victoire, et puis on espère que ça va continuer. Allez, rendez-vous demain. Merci Julien. Bon, ça fait peur pour la concurrence, hein, Guénaël, parce que s'il gagne avec une telle confusion en partant de la piste lane, on se demande ce qui va arriver demain. Mais ça sera un autre débat. Ceci dit, je pense, Laurent, blague à part, qu'on va avoir également un très très bon niveau dans la catégorie A, mais on pourrait avoir pas mal de rebondissements dans cette catégorie. On va retrouver, avant cela, les meilleurs moments de cette première course du championnat de France FFS AGT. L'ouverture du championnat de France FFS AGT ici sur le circuit Paul Armagnac de Nogaro avec en pole position, il nous dit celle de Fabien Michal devant Ginetta, celle de Robert Consani. C'est parti pour 60 minutes de course. Fabien Michal qui conserve l'avantage au départ. Robert Consani a bien tenté de faire l'extérieur, mais il reste finalement derrière l'Audi de l'équipe Saint-Énoque. Rodolphe Walgren occupe une magnifique 3e position, mais derrière lui, il a Christophe Hamon qui s'impatiente quelque peu, qui freine trop tard au bout de la ligne droite et qui vient empaler, permettez-moi l'expression, la Ginetta de l'équipe Speedcar. Petit problème pour Benjamin Ricci également qui s'est embourbé dans le gazon gersois et on aura une neutralisation. Ça repart derrière avec Olivier Jouffret et Eric Trémoulet particulièrement motivés. L'équipe gersoise victime veut briller devant son public. Des touchettes au cœur du peloton, il est vrai qu'avec 38 voitures sur la ligne de départ, forcément, il y a du monde. Très beau début de course signé par l'équipe et par l'Audi Ores Racing. Olivier Pernaut qui cède ici le relais à Philippe Marie. Il était alors en tête du classement. Philippe Marie, c'est logique, rétrograde quelque peu par rapport au pilote professionnel. Julien Piguet passe devant, d'autres passent par le gazon. C'est le cas de la Porsche numéro 72. Mike Parisi en pleine remontée lui aussi et en lutte ici avec Ricardo Van der Ren, le champion de France FFS AGT 2017 face au champion d'Europe GT4 de l'an dernier. Beau duel en perspective également. Julien Piguet est en difficulté avec ses pneus en cette fin de course. Il voit notamment revenir derrière lui Romain Monti mais aussi Antoine Leclerc sur l'Audi bleu du Riviera Motorsport. Très belle lutte pour la 4e position alors que le podium lui est figé puisque l'on a en tête la Ginetta de Benjamin Lariche qui a relayé Robert Consani. L'attaque d'Antoine Leclerc sur Romain Monti, elle est un peu maladroite. Antoine envoie Romain en tête à queue, ça lui vaudra un drive-through. Pendant ce temps-là, Pierre-Alexandre Jean, dont l'équipier Stéphane Tribotini est parti depuis la 38e position, est en pleine remontée. Regardez, il passe ici. Ici, c'est Sohaï-Hari qui remonte également. Pierre-Alexandre Jean qui terminera en 4e position. Sohaï-Hari, 5e, petite séance de rallycross ici pour Romain Monti à la sortie du S du Lac. Belle remontée également de Steven Palette, en jeu le statut de meilleur pilote Porsche. Il terminera en 6e position. Mike Parisi a fait ce qu'il a pu après être parti depuis la voie des stands. Lui et son équipier Christophe Lapierre termineront finalement en 9e position, mais la victoire revient à Benjamin Lariche et Robert Consani devant Jim Pla et Jean-Luc Boblic. 3e position pour Éric Trémoulet et Olivier Jouffret. Et on va retrouver d'ici quelques instants le podium de cette première épreuve. Quelle belle course, Laurent Mercier. Ouais, une très très belle course pour cette entame de saison. On ne doute pas une seule seconde que la course de demain sera aussi belle. Mais vraiment du spectacle, du début à la fin, aussi bien en Pro-Am qu'en Am, pour les positions de tête et au sein du peloton. Donc ça laisse présager d'une très belle saison du championnat de France FFS AGT. Et on voit ici le podium. Pascal Hutto, Racing Technologies, la Porsche numéro 44. Et les vainqueurs, ce sont des rookies dans ce championnat de France FFS AGT. Nicolas Gomard et Julien Lambert pour AGS Events. Et pour représenter le team AGS Events, je vais appeler Jean-Marc également sur ce podium. Et on va pouvoir maintenant écoutez l'hymne national. Et voilà, vous avez entendu Guénaël qui présente le podium. On écoute la Marseillaise pour le podium.
Et une magnifique Marseillaise donc pour la première course de cette équipe. Le AGS Events, Nicolas Gomard et Julien Lambert partis depuis la pit lane. On vous a expliqué pourquoi tout à l'heure. Ils sont sortis trop tard tout simplement du box de leur stand. C'est comme ça que l'on apprend, disait-il tout à l'heure. Eh bien ça ne les a pas empêchés de s'imposer dans cette première manche dans la catégorie AM. La deuxième position pour la numéro 44 Racing Technology avec Arnaud Noël et Pascal Hutto. Arnaud Noël, rien à voir avec Sylvain Noël, le patron de Racing Technology. On lui pose la question 10 fois par week-end, mais non, rien à voir. Arnaud Noël qui a gagné la Porsche Cayman Cup il y a quelques années déjà chez Racing Technology. Et donc Arnaud Noël qui ne disputera pas toute la saison en théorie. Donc Pascal Hutto aura des coéquipiers différents au cours de l'année. En tout cas, ils ont bien débuté leur saison avec cette deuxième place. Et puis troisième position pour la Ginetta CMR de Jérémy Raymond et de Wilfried Casalbon. Oui, là aussi, on a des nouveaux pilotes chez CMR donc qui viennent se rôder à ce championnat de France FFSA GT. Mais sachant qu'on avait 39 voitures engagées, 3 pilotes qui roulent seuls, on avait 75 pilotes présents. C'est un beau chiffre malgré tout pour l'ouverture de ce championnat de France FFSA GT. Et on a 51 gentleman drivers au départ, donc ça donne une idée du potentiel du championnat. Oui, c'est important d'avoir ce mix entre les pilotes pros et les pilotes amateurs. Ce sont aussi les pilotes amateurs qui clairement font le plateau dans ce genre de situation. Et puis finalement, on a aussi les pros et le spectacle qui nous a été proposé, remarquable aujourd'hui, qui permet d'avoir un championnat qui tient la route à tous les points de vue, que ce soit au niveau sportif, au niveau financier aussi, et qui permet d'avoir cette très très belle compétition aujourd'hui. Et on a 3 équipages également qui roulent en famille, donc c'est aussi une histoire de famille. On a les Dubs père et fils, on a les Salam père et fils, on a les Gomez frères. Donc on a quand même des vraies histoires de famille aussi également en sport automobile pour ces coupes de Pâques. Regardez comme il y a beaucoup de monde au pied de ce podium. Ça fait plaisir. On y va peut-être pour le champagne messieurs avant de passer au podium Pro-Am dans la foulée. Bravo messieurs, très très belle première course en tout cas. On se réjouit déjà d'être demain avec un départ qui sera donné à 14 h pour la seconde confrontation de ce championnat de France FFSA GT. Ce sont les pilotes 2 qui prendront le départ, on peut déjà vous dire. C'est Sohail Ayari sur la Ginetta numéro 26 CMR qui partira depuis la pole position lors d'une course que l'on espère tout aussi spectaculaire et animée que celle-ci en tout cas. Voilà pour le podium de la catégorie AM. Et puis le podium Pro-Am dans la foulée. Présenté par Guénaël. On a nos charmantes hôtesses Motul qui sont là. Motul partenaire évidemment de ce championnat de France FFSA GT au même titre que Pirelli bien sûr. Certina également, Elf Stand 21, la chaîne L'équipe. Vous pourrez d'ailleurs suivre un programme de 80 minutes sur la chaîne L'équipe la semaine prochaine, qui est partenaire médiatique, et Endurance Info, partenaire médiatique aussi, dont le rédacteur en chef, Laurent Mercier, nous fait le plaisir de nous rejoindre chaque fois ici. C'est un véritable bonheur. Pierre-Alexandre Jean, ici, Fabien Michal, Sohail Ayari, qui sont donc les polemen. Alors on avait Pierre-Alexandre Jean qui est là, voilà. Fabien Michal, le poleman de la première course. Malheureusement, ça s'est un peu moins bien passé puisqu'ils ont un peu rétrogradé dans le classement. Sohail Ayari, donc qui a récupéré la montre du meilleur performeur en Pro-Am et le meilleur performeur en Silver pour Pierre-Alexandre Jean. Et d'ici quelques instants, le podium Pro-Am qui est donc aussi celui du classement général. Avec 3 marques différentes aussi. Ça c'est bon signe, Laurent. C'est bon signe pour la balance de performance. Ça veut dire qu'elle a été bien établie. On n'a pas une marque qui a archi dominé. Et comme on aime à le répéter, on aime surtout quand ce sont les pilotes et les équipes qui font la différence. Voilà Éric Trimoulet, Olivier Jouffret sur le podium. L'équipe gersoise du Victime une fois de plus. Ce sera plus compliqué demain parce qu'Éric Trimoulet était parti à la faute lors des essais qualificatifs et ils partiront dans le top 15, mais je pense 13e ou 14e si ma mémoire est bonne. Et puis voici les vainqueurs. Robert Consani, Benjamin Lariche, vice-champion 2017.
et qui ne pouvaient pas mieux débuter forcément leur saison 2018. Ils sont les premiers leaders du championnat. C'est de nouveau une Ginetta qui gagne la première course. Ici, l'an dernier, c'était Rodolphe Walgren et Gaël Castelli. C'était déjà lui, Pascal Destamber, qui était monté sur la plus haute marche du podium pour l'équipe Speedcar. Dans son style toujours très particulier, Pascal. Et on écoute de nouveau la Marseillaise. Voilà une belle Marseillaise pour un beau podium et l'ouverture de ce championnat de France FFSA GT. Robert Consani, Benjamin Lariche, vainqueur devant Jean-Luc Boblic qui fait un retour remarqué en France avec Jim Pla, Éric Trimoulet, Olivier Jouffret. À l'exception de Jean-Luc Boblic, ce sont tous des pilotes qui étaient déjà là l'an dernier, qui ont pu bénéficier de leur expérience aussi du championnat. Mais on l'a vu, il y a des nouveaux qui pourraient venir. On pourrait avoir pas mal de spectacles par la suite. Voilà, la remise des trophées. Ouais, par Dominique Roger. La Fédération française du sport automobile. Et voilà Jean-Luc Boblic. Jean-Luc, donc du coup, qui fait partie des pilotes qui auront un double programme cette saison avec le team AKSP, donc qu'on verra dans quelques semaines à Monza pour l'ouverture de la Blancpain GT Series. Voilà, les champagnes, messieurs, également. Sauf pour Pascal Destamber. Sauf pour Pascal Destamber, qui est parti se cacher. Il s'en va. Qui est parti se cacher. Vous savez pourquoi? Parce qu'il espère revenir demain sur le podium. Il en profitera encore plus demain. Rendez-vous demain en ce qui nous concerne, mais le départ sera donné à 14 h. Mais évidemment, on prendra l'antenne un peu plus tôt, 13 h 40 si je ne m'abuse, pour être en votre compagnie. On aura un résumé d'ailleurs de cette première course. Toujours Laurent Mercier à nos côtés d'Endurance Info, bien évidemment en tant que consultant. Toujours Guénaël Longy, merci à Guénaël pour ses interventions depuis la pit lane. Et avant de se quitter, on va regarder également le classement de cette première course, une sorte de bilan quelque part après les 60 premières minutes de course. La victoire d'une Ginetta de l'équipe Speedcar, Robert Consani, Benjamin Lariche, vainqueur devant la Mercedes AKSP de Jean-Luc Boblic et Jim Pla. Troisième position pour la Porsche Victime d'Olivier Jouffret et Éric Trémoulet. Quatrième position, c'est la remontée de la course pour Stéphane Tribodini et Pierre-Alexandre Jean qui étaient 38e après les essais. Nicolas Tardif et Sohail Ayari sur l'autre Ginetta CMR sont 5e. Sixième position pour Michael Blanchemin, Steven Palette, c'est la première Porsche. La BMW André Grammatico, Ricardo Van der End termine 7e. C'est la première M4 GT4 devant Laurent Hurgon et Julien Piguet qui termine en 8e position. Et puis est-ce qu'on va aller jusqu'au top 10? Non, on en restera là. Et on vous donne rendez-vous demain vers 13 h 40 pour le lancement de la course 2. Merci à tous, à bientôt, bye bye. Merci, à demain.